essayent de le monétiser, et ils vont sûrement réussir à le monétiser, mais vous pouvez apprendre gratuitement. Il y a juste le certificat, donc le validé institutionnellement, qui lui est payant. Un des trucs qui est super important, c'est si vous suivez l'actualité, tout le monde parle d'innovation. Il faut innover ou mourir. Moi, je dirais plutôt il faut s'adapter ou mourir. L'innovation, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et rien. Le plus important, c'est s'adapter. Et justement, alors je l'avais mal attribué à Charles Darwin. En fait, c'est même pas lui. Si vous allez sur Wikiquote, ils vous diront ah bah non, en fait, c'est pas Charles Darwin qui l'a dit. Mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit que ce ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent, c'est celles qui sont capables de s'adapter au changement. Et comment on s'adapte au changement? On apprend, soit votre génétique, soit vous-même. Un des trucs aussi un peu plus qu'on connaît mieux, alors peut-être tout le monde ne le connaît pas, Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, qui dit c'est dangereux de ne pas évoluer. Donc évoluer, c'est apprendre par rapport à l'environnement. Et enfin, il y en a qui disent, avant on parlait de l'économie de la connaissance, ça a une valeur. Maintenant, on parle d'économie créative. C'est-à-dire c'est plus la connaissance qui fait la valeur, c'est la créativité. Et vous allez voir, c'est deux choses qui se construisent mutuellement, mais qui ne sont pas synonymes. Alors maintenant, on va passer à comment apprendre. Alors tout simplement, un des trucs que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est que là, comment on apprend, c'est basé sur deux choses. C'est l'exploitation, ce qu'on aime bien faire, ça on maîtrise dans les sociétés occidentales. Exploiter quelque chose qu'on a appris, le refaire des milliers de fois, l'optimiser, le lean, etc. Ça, on y arrive très bien. Mais bon, d'un autre côté, on y arrive tellement bien que c'est des robots qui finissent par le faire. Par contre, explorer, ça, on a plus de mal. Parce que comme on l'a dit pour l'école 42, faut apprendre à échouer. Il faut apprendre à faire des erreurs pour explorer. Et ça, dans nos entreprises, et surtout en France, on a beaucoup de mal à cette notion d'échec. L'échec, c'est super douloureux, c'est dangereux. Non, ça fait partie de l'apprentissage. Donc normalement, ce que j'avais fait avant, c'est je l'ai déjà fait cette présentation, je partais de la personne, l'individu, et puis j'augmentais petit à petit. Puis on m'a dit ouais, mais apprendre à apprendre, ça fait plutôt, pour nous c'était plutôt l'individu, donc tu vas pas assez loin là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai inversé les trucs, je vais aller vite pour les premières parties, et après on va insister un peu plus sur l'individu. Alors bon, faut que j'aille vite. Normalement, je pose des questions. Est-ce que vous connaissez Taylorisme? Le Taylorisme, c'est une façon de faire les choses, de gérer une entreprise qui était sûrement emplie de sagesse et de valeur au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Mais maintenant, c'est un peu moins le cas. On va voir pourquoi. Parce que le Taylorisme, il dit, il y a des ingénieurs qui définissent les méthodes de travail, ce qui va être fait. Et surtout, ils définissent comment ça va être fait. Vous avez des contremaîtres qui valident que c'est bien fait selon les normes des ingénieurs. Donc on suit bien les règles, on les respecte bien. Et enfin les ouvriers qui n'ont pas besoin de qualification, qui peuvent le faire en suivant les règles. Alors moi ça me fait triper, le mot est peut-être pas très français, moi ça me fait rêver parce que ça me fait penser à ce que je vis tous les jours dans mon métier de développeur. Vous avez des super cadres, ultra managers qui sortent des grandes écoles, qui définissent ça va marcher comme ça. En plus vous avez des chefs de projet qui connaissent pas le métier des ouvriers mais qui vous disent comment le faire, il faut le faire comme ça et comme ça. Et ensuite vous avez les développeurs. Donc je sais pas si ça marche ou pas, mais moi de mon point de vue ça marche difficilement quoi. Alors comment on peut casser ça? La première étape c'est de réduire les hiérarchies. Ça peut paraître compliqué, c'est quand il y a tout ça, tous ces gens-là ils vont avoir du mal à perdre leur salaire, donc ça va être dur. Mais y a des gens qui arrivent. Alors c'est dans le jeu vidéo, c'est Valve, c'est une boîte qui a fait Steam, le service, le marché de jeux vidéo en ligne, et aussi Half-Life. C'est une boîte, allez lire The Valve Handbook, ils expliquent comment ils accueillent les premiers salariés et comment ils ont une organisation pratiquement à plat. Ça veut dire, je pense qu'il y a même un niveau de moins par rapport à là. Une autre chose qui est intéressante, c'est travailler ensemble. Alors en France, on aime bien les choses qui sont bien divisées, le marketing, l'exploitation, les développeurs, la législation, etc. On aime bien cadrer les choses et les mettre par compétences. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Spotify, alors Spotify tout le monde connaît, qui a fait quelque chose d'excellent, c'est qu'ils ont réussi à faire
à la fois quelque chose de vertical, c'est-à-dire tout le monde travaille sur une fonctionnalité, par exemple le player radio, enfin le player de musique. Et à côté de ça, pour que la connaissance se diffuse quand même entre, par exemple, chaque développeur, ils ont ce qu'ils appellent des chapters, des guilds. C'est le guild des développeurs qui va se réunir X fois dans la semaine ou X fois dans le mois et qui vont partager ce qu'ils ont appris. Mais quand ils travaillent uniquement sur une fonctionnalité pour travailler ensemble et pour pas se faire la guerre entre départements. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Nis Plevging qui va un peu plus loin. Il explique, je pense, plein de choses intéressantes. Il a beaucoup de présentations et beaucoup de textes. Donc allez voir si vous voulez creuser cette histoire. Et il dit actuellement c'est à peu près ce qu'on a. Ça veut dire qu'on a des organisations où il y a de l'informel. C'est souvent le réseau, on parle avec son manager ou le manager d'en face, on va au café, etc. Donc plein de relations informelles qui sont un peu les réseaux de pouvoir, qui ne sont pas toujours visibles. Vous avez les réseaux formels, la hiérarchie pure. Et enfin, vous avez la création de valeur. Ça veut dire que les gens sont assignés à des projets qui créent de la valeur pour des clients. Normalement. Et lui, ce qu'il dit, alors les chiffres sont sûrement pas scientifiques, mais sont intéressants. Il dit qu'il y a 30% de la productivité de ce qu'on fait qui est dans le informel, qui se disperse dans l'informel. Il y a 20% qui arrive dans la création de valeur. Et il y a 50% qui est perdu dans la gestion de la hiérarchie. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dit tout simplement l'idée, et ça se retrouve dans beaucoup de méthodes qui sortent actuellement. Si vous connaissez, je vais plus avoir le nom, c'est pas grave, on va passer. Mais en gros, c'est limiter l'informel. Bon, l'informel, ça arrivera toujours. Hein. On est toujours l'ami de quelqu'un, on ira toujours à la machine à café, mais elle diminue un peu. Par contre, on va diminuer beaucoup le formel et on va essayer de faire travailler les gens ensemble en cellules qui vont interagir entre elles. Et donc l'idée, c'est de maximiser la création de valeur. Donc, si vous voulez voir comment changer les organisations, allez là-dessus, c'est plutôt très intéressant. Une petite phrase, c'est un mouvement qui s'est lancé pour essayer de changer les organisations, les forcer à grandir, qui s'appelle STOUS et qui a dit les organisations doivent devenir des réseaux d'apprentissage composés de personnes amenées à créer de la valeur et dont les leaders doivent soutenir certains organismes complexes et vivants plutôt que de le gérer comme une machine. En gros, l'inverse de Taylor. Taylor, l'organisation est une machine qu'il faut maximiser, optimiser, mettre au point. Enfin, ça, c'est la vision qu'on a surtout de garder de Taylor. Et là, c'est on inverse complètement les règles, on fait l'inverse. 3 livres si vous voulez aller plus loin. Management 3.0, qui est juste, si vous voulez lire un seul livre sur l'agilité, lisez celui-là. Warfighting, qui est assez marrant parce qu'en fait, c'est le manuel de l'US Marine Corps. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait l'organisation, l'armée est une organisation très moderne et qu'on n'appliquerait qu'une partie de la gestion de la hiérarchie ou comment les gens se passent la vision, etc. Ça pourrait changer les organisations. Et la 5e discipline qui est en fait un bouquin de systémique. Donc comment ces grosses organisations interagissent à l'intérieur, comment ça peut se gérer. On va passer au produit. Alors il y a des gens qui connaissent un peu le produit là, ça va pas, ils vont pas apprendre grand chose. Pareil, il y a longtemps, un peu plus récent que le taylorisme, mais c'est aussi très orienté industrie. On a inventé une façon de faire le produit, ce qui s'appelle le cycle en V ou la cascade quand on fait pas la remontée. Ça c'est la plupart du temps on se casse la gueule, donc on appelle ça la cascade et on n'arrive jamais à remonter. Donc l'idée c'est que, normalement on fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une zone où on fait les tests, on valide qu'on a bien réalisé le produit que le client voulait, et une autre où on définissait ce qu'on allait faire. Puis les développeurs ils étaient là à la fin. Alors finalement souvent on passait 6 mois à définir ce qu'il allait faire, 2 ans à le faire, et puis après on était en retard et puis il y avait une petite start-up américaine qui avait déjà tout fait, donc on pleure un peu. Et ça je pense qu'en plus le problème c'est comme c'est très long, et le feedback est très long, donc très dur d'apprendre. Mais on y reviendra plus tard. Il y a des gens en 2001 c'est peut-être pas la date, mais au début des années 2000 qui se sont dit c'est vraiment pas la bonne façon de faire du logiciel. Donc ils ont inventé ce qu'on appelle le manifeste agile. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir. Et si vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. C'est très clair. En fait, ce qui est important dans les méthodes agiles, après on pourrait présenter les méthodes agiles une par une, mais ça ne serait pas extrêmement intéressant, c'est qu'elles poussent l'idée d'apprendre en permanence. Alors apprendre en permanence, pourquoi ? Sur le process en lui-même, comment on travaille, comment on exécute les tâches journalières. Alors vous allez avoir le rétro dans Scrum, vous allez avoir en Kanban, qui est une méthode qui est
d'ailleurs bizarrement nous vient de l'industrie, l'A3, le Kaizen, ça veut dire on a un problème, comment on essaie de le résoudre et on se force à le résoudre. Pour information, c'est tout ça, c'est très inspiré d'un élément qui s'appelle le Plan Do Check Act, PDCA. L'idée c'est on a un problème, on fait quelque chose, on voit si ça marche et en fonction on s'adapte. Et on essaie d'aller le plus vite possible là-dessus. C'est aussi beaucoup de feedback utilisateur. Donc on va aller voir, on va essayer de ne pas attendre 6 mois, 2 ans avant d'aller voir le client. On va mettre le produit en ligne au bout de 3 semaines si on peut. On essaie d'aller le plus vite possible. On va essayer de présenter le logiciel le plus vite possible à celui qui l'utilise. Et enfin, on a un feedback aussi en interne, purement en interne, avec, bon ça c'est vraiment développeur, hein, mais on fait du peer review, on va voir, c'est ce que vous avez présenté pour l'école 42, c'est un peu ça, c'est qu'on travaille ensemble et on se fait un feedback entre X personnes, souvent 2 si c'est du pair programming. Mais on peut aller encore plus loin, et là je vais rebondir sur la première présentation, c'est apprendre à échouer. Il y a quelque chose qui est très dur dans le produit, c'est apprendre à échouer. Votre produit ne va pas être parfait, la première version elle ne doit pas être parfaite, je dirais même. Parce que si vous essayez de faire quelque chose de parfait, vous n'allez pas apprendre, parce que vous êtes toujours sur des mythes, vous pensez savoir ce que le client veut, et vous ne le savez pas. Et il y a un monsieur qui s'appelle Edison, là aussi c'est peut-être pas de lui, mais j'adore la citation, il dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 choses qui ne marchaient pas ». Donc Edison, il a quand même inventé pas mal de choses, hein. Donc je pense qu'il a échoué énormément. Et bien sûr, pour mettre un peu de contexte, il y a une méthode qui est apparue, je ne sais plus, 2012 je crois à peu près, tirée d'un monsieur qui s'appelle Eric Rice, qui s'est inspiré de plein de choses, mais qui a nommé une méthode Lean Startup. Lean Startup c'est quoi? Vous avez une idée, ça peut être un démarrage d'une startup, ça peut être même, vous avez déjà un produit, une nouvelle fonctionnalité, moi j'essaye de le faire là. Vous construisez, vous faites votre idée, vous essayez de construire la plus petite chose possible, ça vous donne un produit ou une nouvelle fonctionnalité. Vous mesurez ce que les clients en pensent, ou est-ce que les clients l'utilisent. Ça vous donne de la donnée, et à partir de cette donnée, vous apprenez. Pourquoi la donnée? Parce que souvent, on essaye d'apprendre par rapport à des choses très subjectives. On a l'impression que c'est bon, on a l'impression que c'est pas bon. Et la donnée, au moins, c'est scientifique, ça peut être statistique, et ça vous dit, non, là, t'es dans la bonne direction ou tu n'es pas dans la bonne direction. Pour l'apprentissage personnel, si on parle du j'arriverai pas à le dire. Quantified Self, merci. C'est la même chose, c'est des données personnelles qui vous mesurent en temps réel, qui vous disent est-ce que vous faites bien du sport, est-ce que vous courez bien, etc. L'idée derrière, c'est de se dire restez calme et sortez de votre projet, sortez de votre organisation, allez voir vos clients, allez vous mettre au défi de la réalité. Ce que fait l'école 42, ça veut dire prend les étudiants qui ne connaissent rien, ils les mettent devant un PC et puis voilà, démerde-toi. C'est vrai que c'est très formateur, quoi, et ça répond à cette notion d'exploration. Et l'exploitation, ça, en Occident, on est très fort, donc on y arrivera. On se dit, mais ouais, mais tout ça, c'est bien dans le logiciel. Le logiciel, c'est simple, on peut se tromper. Bon, au pire, ça fait un bug. Au pire, il y a plusieurs millions qui sont perdus, mais c'est pas un Airbus. Oui et non. Alors, pour information, ça, c'est une prothèse orthopédique. Normalement, ça doit être je pense que c'est aux États-Unis. Normalement, ça doit être quelqu'un qui n'aurait pas pu se la payer. Et là, avec une imprimante 3D, il a réussi à la faire. L'imprimante 3D, ça va permettre de faire cette notion d'apprendre très rapidement, de ne pas être obligé d'aller voir une usine en Chine qui va vous dire « Ouais, mais moi, je vais obligatoirement faire 10 000 exemplaires, sinon c'est pas rentable. » Ça va vous pouvoir faire essayer, itérer, jusqu'à avoir une prothèse orthopédique, ce qui est quand même un joli exploit. Maintenant, on va passer à des choses qui vont peut-être plus vous intéresser, ou par rapport au sujet, vous dire « Mais c'est ça que j'attendais ?» Ça va faire plaisir à l'école 42, comment ne pas apprendre? Enfin, peut-être, j'en sais rien. Moi, j'ai appris comme ça, donc je peux pas... difficile quand même de rejeter des siècles d'études d'un seul coup. Donc, c'est peut-être encore la bonne méthode. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'avant, il y a fort longtemps, on pouvait encore tout apprendre. Il y avait des gens qui étaient capables de connaître la physique, les sciences naturelles, l'histoire, la cartographie par cœur. Parce que le domaine des sciences était assez limité. On appelait ça quelqu'un qui faisait, c'était de la polymathie ou l'homme de la Renaissance. Malheureusement, ça a disparu. Je crois que c'est les derniers qui étaient capables de faire ce genre de choses, c'est le XVIIIe siècle. Et maintenant, c'est juste plus possible. Alors, un zettabyte, c'est 1 milliard de terabytes. Les disques durs, c'est à peu près 1 téra. Donc, vous faites 1 milliard de disques durs.
Et c'est, si, je sais plus où c'est, mais en gros, c'est juste impossible. La somme de données, et donc aussi, même si bon, il y a beaucoup de chats Facebook, hein, mais il y a, il y a quand même beaucoup de données, la recherche, tout, la somme de données intéressante devient énorme, quoi. Donc il n'y a plus personne qui est à la fois expert en astrophysique, expert en sciences naturelles, expert en géologie. Ça n'existe plus. Donc comment on peut résoudre ce problème-là? Eh ben, il y a quelqu'un qui s'appelle Josh Kaufman qui a lancé un site, c'est un des premiers sites qui m'a donné la passion d'apprendre, qui s'appelle Personal MBA. C'est justement l'idée comment on peut faire un MBA sans dépenser, en dépensant juste le prix d'une carte de bibliothèque. Donc après, vous n'avez pas le diplôme, mais vous savez que vous avez une très bonne connaissance. Bah lui, il s'est dit, ok, c'est super, pour être un expert, il faut les 10 000 heures, voire plus, 100 000 heures. Il faut passer 40 ans de sa vie à apprendre, je sais pas, la guitare ou l'astrophysique. Mais peut-être qu'en faisant que uniquement 20%, on peut franchir 80% de la connaissance. Donc, comme pour l'anglais, on va essayer de faire ces 20%, aller passer 2 mois en Angleterre, pas être savoir parler parfaitement l'anglais, mais au moins savoir le parler assez pour aller vivre en Angleterre le lendemain. Donc avant de rentrer dans les détails, ça c'est un bouquin de design qui m'a appris ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a 2 choses qu'on peut apprendre. En fait, il y a 2 types de connaissances dans le cerveau. Il y a les connaissances qui sont déclaratives, c'est les faits et les choses, c'est les dates historiques, c'est la géographie, donc vous apprenez une liste par cœur, comme on essaye de vous apprendre, justement on va parler des langues, l'anglais ou l'allemand, on essaye de vous apprendre plein de mots, vous en rappellerez jamais. Et aussi tout ce qui est tâches et méthodes, donc on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ça marche. Donc ça, on y arrive à peu près bien, c'est assez facile à apprendre. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est ce qu'on appelle les tâches procédurales, c'est la guitare. Demandez à un guitariste expert de vous dire comment il a appris la guitare. De vous dire pas à pas ce qu'il a fait pour apprendre la guitare. Je pense qu'il y en a très peu qui savent le faire. Alors c'est possible, hein, mais... Et c'est tout ce qui est compétences moteurs et compétences mentales. Ça veut dire, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo, à part lui dire fais du vélo, vous n'allez pas pouvoir lui dire tu mets ton premier pied, le deuxième pied, et puis en fait, si vous essayez de conceptualiser, d'écrire ce que vous faites quand vous faites du vélo, c'est extrêmement dur. Mais on va continuer, c'est comment on peut quand même apprendre ces tâches déclaratives ou ces tâches procédurales. Alors il y a plein de livres là-dessus. J'ai essayé de prendre les éléments les plus importants. Alors je vais un peu contredire l'école 42 là-dessus. Il y a la première chose qui est super importante, et c'est justement pourquoi les tâches déclaratives sont plus simples à apprendre, c'est qu'il faut découper. Comment on peut apprendre le vélo? Comment on peut découper l'apprentissage de vélo en sommes les plus unitaires possibles pour les répéter, franchir un niveau, continuer, faire un peu de gamification. Donc vous avez un premier niveau, un deuxième niveau, et à la fin vous savez faire du vélo. Un des trucs qui est super important, c'est si vous croisez des super calculateurs qui font 4500 x 5573 à la puissance 10, je sais pas quoi. C'est des gens qui utilisent des métaphores, des modèles mentaux et des métaphores. En gros, ils apprennent des séries de nombres. Ils n'appellent pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est des séries de nombres qu'ils apprennent. Et même chose pour des... Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal en maths. Et quand je discute avec des gens qui sont bons en maths, pour eux, une formule, ça représente quelque chose. Si vous êtes mauvais en maths, une formule, ça ne représente rien. C'est juste ça, il faut reconstruire ces modèles mentaux. Comment apprendre? Quand vous avez fait votre petite tâche, il va falloir se concentrer. Prenez Pomodoro, c'est une technique qui dit vous avez 25 minutes pour faire quelque chose et vous faites que ça. Et donc le mieux, si vous voulez apprendre quoi que ce soit, c'est de passer 25 minutes juste avant de dormir. Pourquoi dormir, c'est si important? Parce que vous pouvez apprendre quelque chose dans la journée par cœur. Mais en fait, c'est principalement de la mémoire à court terme. Si vous voulez, la mémoire se cristallise et reste sur le long terme, il va falloir dormir après, parce que c'est pendant que vous dormez, en fait, les neurones se reforment, les synapses se reforment, etc. Après, il y a peut-être des gens qui sont encore plus experts que moi qui pourraient préciser la question, mais ce que j'en ai compris, c'est que ça marchait comme ça. Et l'idée, c'est que plus vous allez répéter votre apprentissage, et après dormir, plus ça va se cristalliser, ça va rester intact. Un des trucs qui est super important, c'est essayer de maximiser les boucles d'apprentissage, de feedback. Ça veut dire vous faites quelque chose, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, je continue. Non, ça marche pas, j'essaye autre chose. Il y a des gens qui arrivent, alors si vous voulez voir quelqu'un qui fait des modèles mentaux dans sa tête, c'est quelqu'un qui fait des calculs, il dépasse des calculatrices en direct, il arrive à faire des calculs plus vite qu'une calculatrice.
Il dit que c'est un mathémagicien, allez voir, c'est assez marrant. À la fin, il explique, il dit tout haut ce qu'il fait dans sa tête. Vous comprendrez rien, mais c'est super. Un des trucs, un des 2 tâches qui sont importantes, alors moi, si vous êtes secrétaire ou développeur, c'est d'essayer d'apprendre à taper plus vite. Vous avez un petit truc qui s'appelle type-through. Au début, vous faites A et B, A et B, A et B, E, etc. Jusqu'à faire toutes les lettres. Et lire, on a souvent besoin de lire, encore. Et vous avez des trucs qui ont essayé de découper comment on lisait, découpé par petites tâches, et après, on va essayer d'améliorer chacun de ces éléments, quoi. C'est l'écartement des yeux, le fait de reconnaître directement les mots. Donc il y a plein de travail à faire et ils ont réussi à découper cette tâche procédurale. 3 bouquins, j'ai pas lu celui-là. Celui-là, c'est quelqu'un justement qui a battu un record. C'est un journaliste qui s'est dit tiens, je vais essayer de battre le record de mémoire. Donc il l'a battu. Il a gagné le concours sur 1 an. Il explique comment il a réussi à le faire. 2 autres bouquins extrêmement intéressants. Ça, c'est Monsieur Tim Ferriss qui a écrit un célèbre bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures de travail. Alors il continue avec son 4 heures. En fait, c'est un bouquin, il s'est dit, moi, la seule chose que j'ai pas réussi à faire pour l'instant, c'est apprendre à cuisiner. Donc c'est 80% un bouquin de cuisine et 20% un bouquin comment apprendre à apprendre. Donc il explique comment il a appris, comment on peut apprendre l'islandais en 7 jours. Après, il triche, hein. Il connaît pas l'islandais. Le mec sait aller en Islande et parler avec des Islandais. C'est complètement différent. Même chose, en 20 heures, comment vous pouvez apprendre. Alors lui, il apprend l'ukulélé, il apprend le surf et il apprend à taper avec un clavier spécifique. Pour information, j'ai essayé de faire le coup du clavier. Moi, j'ai pas réussi, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc, vous allez voir, je suis quelqu'un de complètement différent. Mais si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, c'est excellent à lire ce livre-là. Et bien sûr, on va finir en beauté. Une autre façon d'apprendre qui est vraiment à la mode et qui, moi je trouve juste hallucinante, c'est les MOOC. Alors les MOOC, c'est quoi ? Est-ce que ça va être gratuit ? On ne sait pas, mais la plupart sont gratuits pour l'instant. Très abordable. L'interaction en temps réel, c'est pas encore le cas. Vous avez des forums. Moi, j'essaie d'optimiser, donc je passe pas mon temps à discuter sur les forums, mais il y a plein de choses. Il y a de la gamification. Vous avez des badges. Vous pouvez dire, regardez, j'ai appris tout ça. En fait, c'est quelque chose qui est très marrant parce que la plupart du temps, ils ont une sorte de rythme. Une fois par semaine, vous avez des exercices à la fin, une série de vidéos, un exercice. Donc c'est à la fois abordable tout en vous forçant à apprendre. C'est pas oui, il y a un truc que je pourrais faire et puis en fait j'attends et je le fais jamais. Là, ça vous force à le faire. Alors moi, j'en ai fait. En fait, je les ai pas fait. J'ai pas tout mis. J'ai mis juste. Ça, c'est le petit côté. Je me mets en avant. Je les ai pas tout mis. J'ai juste mis ceux de Coursera. Donc voilà à peu près ce que vous pourriez faire, ce que je l'ai fait en 2 ans. Donc de la gamification, des algorithmes, de la programmation. J'entendais parler des gens de machine learning. Introduction to data science. Quoi d'autre ? Comment construire une entreprise, comment la faire grandir, de la stratégie, etc. De la psychologie, je suis un fan de psychologie. Social psychologie, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des gens qui peuvent se faire agresser dans la rue sans que personne réagisse, allez faire ce cours-là, c'est juste hallucinant, vous comprendrez mieux. Il y a même, je crois, non, j'ai loupé, il y avait un machine learning au passage. Alors vous allez me dire, c'est quoi alors c'est un peu de la boulimie. J'avoue, hein, c'est clairement de la boulimie. C'est que je pense que comme je ne l'ai pas répété, il y a la moitié des trucs, voire même plus, que j'ai oublié. Et je ne sais pas si j'ai bien dormi après. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est pourquoi c'est intéressant d'aller pêcher des informations par-ci, par-là. Parce qu'il y a un truc qu'on a oublié, c'est la créativité. Et en fait, la créativité, c'est quoi ? C'est s'inspirer de différentes choses. Les artistes... Si vous parlez avec un artiste, il vous dira, moi je suis allé voir des expos, je suis allé voir un film, j'ai lu tel livre, etc. Ça nourrit sa créativité. Et en fait, c'est Apple qui dit, Steve Jobs qui disait, c'est pas juste le fait de connecter des choses, c'est le fait de connecter des choses qui peuvent pas avoir peut-être une relation directe. J'ai oublié, non, c'est bien, je l'ai, c'est pour finir en beauté. J'ai un dernier slide super intéressant. C'est un cours sur Coursera justement qui explique comment on apprend et comment on optimise son apprentissage. Alors plutôt dans le cadre d'un cadre universitaire. Donc il y a une raison. Et moi il y a un truc que j'ai trouvé excellent. Est-ce que je pense que ça arrivait à tout le monde. On pense à un acteur, on n'arrive pas à trouver le nom. Ou au contraire, on se réveille un matin et on a compris pourquoi.
Ou au contraire, on est sur un problème, on se dit bon, on n'y arrive pas. Et là, ce qu'ils disent, eux, c'est aller courir pendant 20 minutes, revenez et vous aurez la solution. En fait, comment ça marche, je trouve ça vraiment excellent. C'est que si vous êtes il y a le focus mode et le diffuse mode. Focus mode, c'est quand vous êtes super concentré. Justement, vous avez un problème, vous essayez de tout faire pour y arriver. Ou tout faire pour retrouver le nom, que là, vous dites putain, mais c'est qui déjà, j'y arrive pas. Et en fait, vous avez une série de neurones qui vont s'activer et ça va rester bloqué là. C'est comme si vous aviez, c'est une métaphore, on utilise une métaphore, on tirait une balle de flipper et ça faisait que de rebondir là. Donc on voit toute cette zone là, on a plein d'idées qui nous viennent, mais le nom de l'acteur, il est là. Et on n'arrive pas à aller là parce que la balle fait que de rebondir dans ces zones-là. Et en fait, si vous prenez du temps, vous reposez, vous allez courir, vous dormez, et ben en fait, vous allez relancer l'idée, et là, ça va être plus espacé, et ça va aller choper d'autres neurones, d'autres zones. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'apprentissage, c'est des synapses. Enfin, on ne connaît pas encore complètement le fonctionnement du cerveau, mais c'est des synapses qui se créent entre les neurones, donc qui permettent d'activer d'autres connaissances, d'autres modèles mentaux. Et donc, il suffit de laisser le cerveau de s'aérer et on va repartir. C'est là que je serais peut-être un peu moins d'accord avec 42, c'est que laisser du temps, ça permet d'être plus créatif. Et ça fait partie du métier d'un designer. Si vous parlez à un designer, un créatif, il vous dira « je ne suis pas tout le temps devant mon problème en train de le regarder ». Regardez la biographie de Dali, le nombre de fois où il fait autre chose, c'est assez intéressant et c'est là où les idées excellentes lui arrivent. Je vais finir par un petit bonus. Et ce qui est bien, c'est que je ne suis pas en retard et ça fait plaisir. Je vais finir à un petit bonus. Là, on revient au tout début, je vous ai parlé d'exploration et d'exploitation. On a un problème, c'est qu'on a peur d'explorer. Et en fait, si vous remontez, alors pour l'individu, ça va peut-être moins être direct, mais si vous voulez, quelqu'un par exemple, il parlait du plombier, le plombier qui revient, qui se remet en question et qui se dit « moi je vais aller apprendre l'informatique à 42 », il ne faut pas avoir peur. Je pense là, c'est là où il faut du courage, il faut se dire bon, je vais me remettre en question et je vais y aller. Et souvent, on est en un mode, moi je suis plombier, je vais essayer d'être le meilleur plombier du monde. Pourquoi pas, hein, c'est intéressant, mais il y a peut-être autre chose à faire. Et si on remonte le produit pareil, Lean Startup, fail fast, échouer rapidement. Si vous essayez de faire ça dans une boîte, il y a tout le marketing, le manager qui vont regarder, mais vous êtes fous quoi, si vous faites. Et une organisation, en fait, c'est une somme de peurs. Donc pourquoi les organisations ne bougent que très difficilement? Parce que c'est une somme de peurs de cristalliser. Et moi justement je fais un petit art martial qui s'appelle le Systema, qui est russe et qui travaille beaucoup sur cette notion de peur. Si vous ne maîtrisez pas, c'est pas dur de faire ça. Ça demande aucune. Moi je suis pas un sportif, je suis pas souple, je suis pas fort, je suis rien du tout. Et ça, il n'y a pas de problème. Votre corps il est largement capable de supporter 100 kilos avec zéro problème. En fait, le seul problème de la plupart des gens, c'est que vous avez le sternum, qui est un des centres des émotions, plus les intestins qui ont été détectés comme un deuxième cerveau émotionnel. Et en fait, ça va appuyer juste là. Et vous allez dire, mince, j'étouffe, j'y arrive pas. Et en fait, il suffit de respirer calmement et tranquillement, et ça marche. Après, il y a des gens qui font des choses beaucoup plus impressionnantes, qui descendent à 200 mètres de profondeur sous l'eau. Là, il y a beaucoup plus de techniques. Là, il n'y a aucune difficulté à faire ça. Il suffit de se libérer de la peur et on y arrive. J'ai du temps, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, je suis super déçu parce que soit j'ai fait n'importe quoi, soit je vous ai assommé, soit j'ai dit que des banalités, ce qui serait encore plus décevant. Ça filme encore ou on peut arrêter? Ok, ouais. Les organisations, les entreprises recrutent et recrutent tout type de profil. Et on a tous appris de façon plutôt scolaire, en tout cas la génération dont je fais partie. Et on est tenté de s'entourer dans une organisation de gens qui pensent comme nous. Même si on est très ouvert. Et je constate un problème d'adéquation, d'attente entre des salariés dans les organisations et ces nouvelles façons un peu plus révolutionnaires, un petit peu plus autonomes d'apprentissage. Et donc ça fait peur, justement. Ça crée de la peur. Alors, quand on étudie, les gens qui étudient la science des organisations,
ou même justement, je donne des pistes au passage, allez voir un cours de model thinking où justement il y a un cours d'analyse des organisations. En fait, il y a des principes dans la formation des réseaux, donc des réseaux d'individus, qui fait que quand on est à peu près proche d'un individu au terme de race, au terme de passion, on va se regrouper obligatoirement. Ils ont modélisé ça. Ils mettaient par des patterns, hein, par des ensembles de règles qui représentent à peu près la réalité, qui ne sont pas obligatoirement la formule de la réalité, mais qui représentent le plus proche la réalité. Et ils voyaient qu'au bout d'un moment, c'est la ségrégation qui se met en place, quoi. Pourquoi il y a des quartiers de noirs, des quartiers hispaniques, des quartiers chinois. Même si vous avez une répartition à peu près uniforme au début, il va y avoir ce genre de quartiers qui vont se créer, parce que les gens vont se remettre ensemble. Et justement, je pense que c'est là... là, il y a une sorte de gravité des organisations. Donc comment la casser ? Justement, en cassant ça, en disant on va faire travailler les gens ensemble, quoi. On va les forcer à travailler ensemble. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans les organisations qui essayent de faire de l'optimisation. On met tout le monde ensemble, le département marketing, parce qu'ils vont être tous ensemble, ils vont être plus efficaces. Et surtout, s'il y a une charge plus importante, ça veut dire que vous allez pas avoir un projet. Je vais prendre l'exemple du design. Vous allez avoir un projet, le designer, il va un peu s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 3 projets, il y a besoin qu'une personne sur les 3 projets. On va pas le mettre à un niveau. Donc, souvent, au bout d'un moment, quand on grossit le nombre de projets, il y a un département design. Ce qui est juste la pire des choses, en fait. Moi, j'ai un peu du mal avec les départements design. Je crois que c'est pas fait pour ça, le design. Le design, ça va être le contact de la technologie, des gens et du client. Et vraiment, si c'est la question, c'est qu'aux organisations de forcer la création de zones de travail collaboratif, quoi. Et après, justement, le design thinking, les designers ont plein d'idées là-dessus, avec des Fab Labs, des zones ouvertes, des zones où les gens où l'environnement va essayer de contraindre les gens à travailler ensemble. Parce qu'on peut utiliser plein de mécanismes fins psychologiquement dans l'environnement pour pousser les gens à travailler ensemble. Après, juste pour étendre la question par rapport à casser les organisations, malheureusement, je ne connais pas de solution douce pour casser les organisations. Les organisations, il y a quelques organisations, allez lire, je donne encore un pointeur, allez lire un livre qui s'appelle Liberté et compagnie. Il y a 2 organisations qui sont assez magiques en France, qui s'appellent Favi et Poult, et l'entreprise Poult, qui sont pas, Poult, c'est dans l'agroalimentaire, donc c'est juste avec des Auchan, des Leclerc en face, avec c'est des ouvriers, en sens, ils répètent les méthodes, et en fait, cette entreprise a failli mourir. Et c'est venu de la tête de la direction, ils se sont dit, on arrête complètement ça, on va laisser les ouvriers décider de ce qu'ils font. Et maintenant, tout le monde les gens décident de comment ils travaillent, quels sont leurs horaires, ils élisent leur chef, ils élisent même le DG. Et c'est une conférence que j'ai vue, c'est le mec qui présentait ça, et bien sûr, à la fin, quelqu'un lui a dit « Ouais, mais nous, c'est pas possible, quoi. Enfin, nous, c'est autre chose, nous, c'est différent, vous avez réussi, mais nous, c'est impossible. » Et c'est là qu'il lui a dit « Nous, on est dans l'agroalimentaire, on a des actionnaires, on a tout. Donc si nous, on y arrive, si vous, dans l'informatique, c'était une conférence pour les informaticiens, si vous dans l'informatique avec l'argent que vous avez actuellement vous n'y arrivez pas, posez-vous les bonnes questions, quoi. Et essayez pas de remettre la faute sur l'environnement. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais après, il y a plus on monte, plus ça devient dur, parce que c'est une somme de blocages. Si on essaye de changer le gouvernement aujourd'hui, on sait très bien que au bout d'un moment c'est très difficile, quoi. Voilà. Bon tant pis. Envoyez-moi un mail, envoyez-moi vos questions. Après. Passez le micro quand il y a des questions. Ouais. On aura la présentation sur le. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci. Attends, juste rapidement, c'était quoi ta question ? Ça, on verra ça tout à l'heure, puisque. 20 Hours, Josh Kaufman. Ah ouais. Je sais plus pour apprendre. De toute façon, les documents, ils seront sur le site et vous pourrez y accéder après. Donc, je vais laisser la place à Mathieu Nebra qui a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je le remercie beaucoup. Alors, je pense que c'est ce... Je sais pas c'est lequel. Je pense celui-là. C'est celui-ci. Ok, pardon. Ok, je te laisse la main. Merci. Merci. Et encore une fois, je meuble un peu. Merci beaucoup d'être venu. C'est un premier meet-up, donc on va en faire plein d'autres. Donc j'aurai l'occasion d'expliquer un peu plus à Anima le 5 novembre, un peu plus sur le meet-up. D'accord ?
J'en dirai un mot tout à l'heure en fin de présentation. Et ensuite, on va manger. Il y a à manger qui vous attend, à boire. Et voilà, pour vous détendre et socialiser, et surtout pour la convivialité qui est caractéristique des meet-up. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à l'école 42. Je profite de... Dès que tu es prêt, tu me le dis. Voilà. Et donc, merci Yannick. Et très bien, merci beaucoup. Hein. Merci. Je te laisse la main. 1, 2. Bien, bonsoir tout le monde. La présentation précédente était assez large, assez ouverte. La mienne, par contraste, va être un peu plus pointue. Je vais me concentrer sur un domaine particulier qui est la correction entre pairs, qui ne doit pas être étranger aux élèves de 42. Qui est de 42 ici? Ok. Donc en fait, ce que j'aimerais vous présenter, c'est l'expérience que j'ai vécue de la mission de devoir corriger 6000 devoirs en 72 heures. 72 heures, c'est 3 jours. 6000 devoirs, c'est beaucoup. Je ne me suis pas présenté, c'est pas bien. Je vais quand même préciser un petit peu le contexte. Je suis cofondateur d'Open Classrooms, donc c'est le nouveau nom du site du Zéro, qui propose des cours sur la programmation essentiellement pour débutants. On a aussi des cours sur l'entrepreneuriat, les startups, les sciences. Et voilà, on est assez connu pour les cours qu'on a mis en place en ligne, qui sont ouverts à tous, qu'on peut comparer à des MOOC, et qui sont aujourd'hui visités par plus de 2 millions de personnes par mois, francophones. Donc on a ce site qui a de nombreux cours, et on s'est mis en tête de faire travailler plus en détail les élèves qui sont inscrits au cours. L'objectif n'est pas de seulement les laisser passifs, mais aussi de faire en sorte qu'ils soient actifs et qui, à leur tour, se mettent à réaliser des programmes, à réaliser des actions et donc à apprendre. Puisque on sait que quand on est passif, on apprend très peu. Quand on commence à être actif et à vraiment réaliser les choses, là, les choses intéressantes commencent à se passer. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut rendre les élèves actifs, mais surtout comment est-ce qu'on fait pour leur donner des conseils alors qu'on est face à des milliers, des dizaines de milliers d'élèves simultanés. C'est justement la petite histoire. Alors aujourd'hui, ce qu'on a, quand on va sur Open Classrooms, on va sur un cours et on a un petit teaser, souvent en vidéo, une introduction, qui vous permet de voir de quoi va parler le cours et qui va vous permettre de décider si oui ou non vous avez envie de suivre ce cours. Vous avez la liste des personnes qui sont inscrites en ce moment, vous avez un bouton s'inscrire au cours, très bien. Vous rentrez dans le mécanisme du cours. Une fois que vous êtes dans le cours, vous allez suivre un plan. Le plan, il est volontairement assez linéaire puisque, c'est pas faute d'avoir essayé, mais en proposant des plans multiples, non linéaires, en laissant le choix, les personnes sont assez perdues et elles réclament un peu plus de directives. Donc on est sur des plans assez classiques, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, avec du contenu. Ce contenu, ce sont les chapitres qui composent le cours et ils sont émaillés maintenant d'exercices. Exercices qui sont assez variés. Et donc ce que vous allez faire, la mécanique, c'est que vous allez vous inscrire au cours, vous allez commencer avec la première partie, ce sera le premier bloc de connaissances que vous voulez apprendre. Vous allez analyser, suivre, lire le contenu et ensuite à votre tour devenir actif pour vérifier que vous avez bien compris le contenu et que vous êtes capable de faire ce qui vous a été présenté. Quand vous rentrez dans le contenu du cours, voilà, vous avez quelque chose comme ceci. Vous voyez une vidéo, vous voyez du texte. Nous, on a tendance à mélanger un peu tous les formats. On n'est pas sectaire là-dessus. Et en général, ce contenu, cette page de contenu, c'est un des chapitres que vous voyez ici. Il peut y en avoir 3, 4, 5 par partie. Et il devrait vous prendre entre 5 et 10 minutes en moyenne. Le concept là derrière n'est pas choisi par hasard. C'est que sur Internet, on a constaté que les gens avaient une attention très limitée. Demander plus de 5-6 minutes d'attention, c'est déjà énorme à quelqu'un qui est dans un contexte sur Internet où il peut être dérangé à tout moment par Facebook, par le chat, par le téléphone qui sonne. Enfin, on peut être dans toutes les situations. Là, on est vraiment sur de l'apprentissage autonome à distance sur Internet. Donc, on ne peut pas supposer que la personne va être attentive pendant 1 heure dans une salle de classe. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu tout le monde attentif pendant 1 heure dans une salle de classe, ça remonte à très longtemps. Le principe, justement, c'est ça. C'est que vous êtes avec une attention très limitée et donc vous avez besoin de contenu
très découpé. Donc on a choisi de faire un découpage assez précis. Ensuite, quand vous avez consulté le contenu, vous avez a priori commencé à effleurer des choses, vous avez commencé un petit peu à apprendre. Là, on passe à des exercices. Et ces exercices, on peut en distinguer de deux types. Premier type, ce sont des exercices à correction automatique. En quoi ça consiste ? Eh bien, un exercice à correction automatique, c'est des exercices où on peut vous donner la correction immédiatement grâce à un ordinateur qui va calculer si vous avez les bonnes réponses. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice automatique ? Eh bien, vous avez des quiz, vous avez des exercices d'ordonnancement où il faut agencer des éléments dans l'ordre, labelliser des images, etc. Ça, ce sont des concepts que vous devez connaître et qui vous permettent en fait d'avoir une réponse rapidement, une note rapidement. Puisque un quiz, là, vous avez 4 réponses possibles, réponse A, B, C, D. Si la bonne réponse était C, l'ordinateur est capable de vous dire tout de suite si vous avez la bonne réponse ou pas. Ça a l'avantage d'avoir une réponse immédiate et ça a le défaut de ne pas être très très riche dans l'approche, puisqu'on demande juste à cocher finalement une case. Et puis, vous avez d'autres types d'exercices qui n'ont pas forcément été osés jusqu'ici à grande échelle, qui sont les exercices à correction manuelle. Alors, ça peut paraître un peu perturbant parce que on est face à un ordinateur sur Internet, on pense à des logiciels et on pense donc à tout ce que les logiciels sont capables de faire, que ce soit de l'analyse, de l'intelligence artificielle, et on se dit ces logiciels, on va essayer de les faire corriger tous les devoirs. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, il faut réintroduire beaucoup d'humains dans ces cours en ligne et il faut que des humains parlent aux humains. Et là, ça nous permet de faire des choses assez étonnantes. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est qu'on peut du coup, sur ce type d'exercice, imaginer tout type de devoir. On peut demander à rendre un code source, on peut demander à rendre une dissertation ou encore un business plan. En fait, tout ce qui vous passe par la tête et qui jusqu'ici a pu être fait dans la salle de classe parce que c'était corrigé par le professeur et qu'il y avait un humain qui était capable d'analyser ça. Mais du coup, dans ce système de correction manuelle, comme on est sur des cours en ligne ouverts et massifs, là on parle de cours en ligne, il y a 2000, 5000, 10 000, 100 000 personnes même parfois, eh bien on ne va pas demander au professeur de corriger chacun des devoirs. Ça serait trop long, ça serait impossible. Donc du coup on fait une correction qui est assurée par plusieurs élèves qui participent au cours en même temps. Et je vais y revenir, c'est justement tout le principe de ce concept. Ça a un gros avantage, c'est que vous avez une note, mais surtout des appréciations qui sont qualitatives. Avec un quiz, on vous dit vous avez 8 sur 20. Très bien. Et 8 sur 20, ça veut dire vous pouvez faire mieux. Ok, très bien. Mais avec une correction manuelle, avec un humain qui va vous conseiller, qui va vous guider, là vous avez quelque chose qu'en fait, à l'heure actuelle, aucun ordinateur n'est capable de faire à une échelle aussi large, qui est un conseil d'un ami qui vous dit, là, tu t'es planté ici, mais tu devrais plutôt regarder ça, comprendre ceci, comprendre cela, etc. Ça, c'est le principe de la correction manuelle. Alors, question qu'on peut évidemment se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va chercher à éloigner l'enseignant du travail de correction ? Je parle de correction entre pairs. Pourquoi est-ce que finalement l'enseignant n'est pas impliqué dans ce travail ? La réponse, je pense que vous l'aurez compris assez bien, c'est que il pourra pas. Il pourra pas tout faire, il pourra pas suivre, puisqu'il est face à des milliers de devoirs qui vont tomber simultanément. Je vais vous raconter la petite histoire d'un devoir en ligne. C'était il y a à peu près 1 an. J'avais demandé à des élèves qui suivaient le cours en ligne que je faisais sur HTML de réaliser un site web basé sur une maquette. Donc je donne une maquette, une image, et je leur dis maintenant que vous avez appris à faire un site web, très bien, allez-y, vous allez en faire un en respectant cette maquette. Donc le lundi, je lance la consigne. Je dis aux élèves, ok, c'est parti, vous avez 1 semaine. Le dimanche, je récupère les copies. Je récupère 2000 devoirs. En fait, il y avait pratiquement 20 000 inscrits au cours. Donc, quelque part, c'était un peu déceptif pour moi. Et des gens m'avaient dit, effectivement, c'était beaucoup de devoirs, beaucoup de travail pour 1 semaine, pour des gens qui débutaient. Donc, ça, c'était une leçon que j'ai apprise. Mais c'était quand même, au final, si on prend la valeur absolue, quand même 2000 devoirs qui tombent quasiment dans ma boîte mail le dimanche 20 au soir. Donc là, pas de panique. Lundi 21, je mets en place l'ouverture de la correction aux élèves. C'est-à-dire que je fais en sorte que chaque devoir puisse être corrigé par d'autres élèves. Et là, je regarde ce qui se passe. Et j'ai la surprise de découvrir que ces 2000 devoirs ont pu être corrigés chacun, quasiment tous, 3 fois en l'espace de 72 heures. En fait, le mercredi 23 au soir, donc en fait 2-3 jours plus tard, on avait 90% des devoirs qui avaient déjà reçu 3 corrections. Donc ce qui fait à peu près 6000 devoirs corrigés en 72 heures.
Tout ça par la force collaborative en fait des étudiants qui étaient en train d'apprendre dans le cours. Alors comment ça marche? Eh bien, l'élève va lire la consigne. La consigne du devoir, c'était par exemple « Faites un site web basé sur cette maquette ». Très bien, la consigne est définie par le professeur. Ensuite, l'élève envoie le devoir qui a été demandé. Il l'envoie sur le site, il l'envoie sur la plateforme. Et une fois qu'il a fait ça, il accède aux consignes de correction du professeur. En fait, le professeur a prévu le coup et il explique à un élève comment lui, il corrigerait les devoirs d'un élève. Donc il dit, ben voilà, là par exemple, si j'avais ce devoir-là, je vois que c'est un élève qui n'a pas forcément très bien travaillé cette partie-là, donc je vais lui mettre 2 points ici, je vais lui mettre 1 point ici, 3 points ici, et je vais lui donner des conseils et des commentaires pour qu'il puisse s'améliorer. Donc le professeur en fait a fait 2 choses. Il a créé une consigne pour réaliser l'exercice, mais il a aussi créé une consigne pour expliquer comment l'élève doit corriger d'autres élèves. Donc l'élève va lire ces consignes du professeur, et ensuite se met au travail. En fait, il n'a pas fini de travailler puisqu'il a renvoyé le devoir, mais maintenant, il doit corriger et noter 3 devoirs d'autres élèves qui lui ont été attribués aléatoirement. Donc en fait, il reçoit 3 devoirs, il ne sait pas lesquels, et il doit les corriger en respectant les consignes du professeur et le barème qui est défini par le professeur. Donc il est cadré, il est guidé, ce qui lui évite de dire « bon, ça, je pense que ça vaut 15 sur 20 », juste comme ça, il a des règles, et ça lui permet de faire ça. Il corrige donc 3 devoirs d'autres personnes, et pendant ce temps-là, en parallèle, en fait, son devoir est noté par 3 autres élèves. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous mettez à corriger les devoirs d'autres personnes de la salle qui viennent de faire le devoir, eh bien d'autres personnes sont en train de faire pareil, donc y compris sur le devoir que vous avez envoyé. Donc c'est un système qui s'annule, puisque si vous corrigez 3 devoirs et que votre devoir est corrigé 3 fois, eh bien a priori il y a des corrections pour tout le monde. Et ça fonctionne qu'il y ait 5 élèves, 10 élèves, 100, 1000, 10 000, 100 000 en fait. Alors vous allez me dire oui, à condition que tout le monde joue le jeu. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, si tu veux ta note, tu dois corriger les autres personnes. Et en fait, il y a 2 conditions. Pour avoir sa note, il faut avoir envoyé son devoir, il faut avoir été corrigé soi-même 3 fois, et il faut avoir fait les 3 corrections. Donc du coup, tant que vous n'avez pas corrigé d'autres personnes, eh bien vous n'avez pas votre note. Mais une fois que vous avez corrigé d'autres personnes et qu'on vous a corrigé, là, on vous donne votre note. Et votre note, c'est quoi? Eh bien, c'est la moyenne des 3 notes qu'on vous a données. Ces fameux 3 élèves qui ont eu votre devoir, en fait, ils ne se sont pas consultés. Ils ne se connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, et ils ont vu un devoir qui arrivait, ils ont regardé les consignes de correction du professeur, ils ont analysé, ils ont mis des points ici, 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 ils ont mis des commentaires, et ces 3 notes ont été fusionnées, on a fait une moyenne, et cette moyenne, c'est votre note. Alors ça, c'est un concept qu'on n'a pas inventé, on l'a raffiné à l'échelle du web, à une échelle plus massive. Mais il faut savoir que la correction entre pairs, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, un concept pédagogique qui existe depuis longtemps, qui est exploité d'ailleurs ici à 42 en présentiel. Nous, la différence, c'est qu'on le fait entièrement en ligne. Donc vous avez un Français qui peut corriger un Marocain qui peut corriger un Canadien, le tout dans la même soirée. L'intérêt, c'est que vous avez des corrections aussi qui arrivent très rapidement, puisque votre devoir peut être corrigé en quelques heures à peine, ou dans le plus long des cas, 2, 3, 4 jours. Et s'il y a vraiment très peu d'élèves dans le cours, ce qui est normalement pas le cas, ça peut durer jusqu'à 1 semaine. Mais en général, la très grande majorité se fait dans 24 à 48 heures. Donc voilà le concept. Alors qu'est-ce qu'on peut demander? Ce qu'on peut demander, eh bien c'est tout. Avec ce type de devoir, on peut demander, en fait, pour être plus précis, des codes sources, des dissertations, de la production graphique. Dessinez-moi quelque chose. On peut demander sur un cours d'art, ok, vous allez travailler sur la perspective et vous allez travailler dans un hall de gare et faire la perspective. Et bien ça, c'est un devoir qu'on peut demander en correction entre pairs finalement. Un commentaire de texte, un business plan, je disais tout à l'heure, ou même produire une vidéo, ou encore enregistrer une musique. En fait, la puissance de ce système, c'est que comme vous êtes corrigé par des humains, vous n'êtes plus limité par les algorithmes de correction. Les algorithmes qui vous faisaient penser que les seuls devoirs qui étaient corrigeables en ligne, c'était des devoirs quiz ABCD, parce que c'est le seul truc où on peut faire des tests assez facilement. Avec ça, vous bénéficiez de la puissance collaborative du peer-to-peer, en fait, en ligne. Et ça vous permet de faire n'importe quel type de devoir. Alors, à date, chez Open Classrooms, on a évidemment fait beaucoup de devoirs en code source, mais on a commencé à expérimenter d'autres éléments, comme des business plans, des vidéos, des productions sonores, et on est en train de travailler sur des cours où il y aura aussi des productions graphiques.
Donc là, le concept, c'est justement de regarder un peu la diversité des devoirs qu'on peut proposer et d'analyser si les élèves jouent le jeu jusqu'au bout. Alors comment ça fonctionne? Je vais juste rentrer un tout petit peu dans le détail. Là, en fait, je montre un petit peu le produit tel qu'il est. Et c'est vraiment une toute première version qui a été mise en place en réalité plus ou moins au début de cette année. Donc c'est pas beau, c'est moi qui l'ai fait. Donc le design forcément n'est pas très joli. Mais ça marche. Ça marche et surtout ça a l'approche Lean Startup que vous avez entendu tout à l'heure, qui est qu'il y a une petite idée, on la met en place très rapidement, on analyse, on mesure, on itère. Là, on a pu mesurer que ça marchait et donc on est en train d'itérer à vitesse grand V chez Open Classroom justement dans le but d'aller plus loin dans ce concept-là, pas se contenter de ce qu'on a appris, mais de voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc là, c'est l'instruction du devoir. On vous dit, OK, là, vous allez devoir créer votre CV en ligne et vous allez devoir le mettre en forme. Donc, je vous demande de suivre les règles que vous avez apprises, mettre des bordures, une image de fond, changer l'alignement. Voilà, vous venez d'apprendre le langage CSS. Il vous suffit maintenant de l'appliquer sur votre CV. Donc, ça, c'est la consigne. La consigne qui peut d'ailleurs être en vidéo ou en texte. Ici, je vous ai montré une consigne texte. Et ensuite, c'est tout bête, finalement. Vous faites un formulaire où vous demandez à la personne d'envoyer le devoir. Formulaire, vous demandez d'envoyer un fichier zip par exemple. Vous laissez, ça peut être intéressant, une zone pour laisser des commentaires pour vos correcteurs. Comme ça, ils verront si vous avez des points sur lesquels vous avez bloqué, vous avez besoin d'aide. Vous pouvez le dire à cet endroit-là. Ok, j'ai fait les 3/4, mais le dernier quart, j'ai vraiment pas compris, ou alors je suis pas sûr de l'avoir bien fait. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la correction? Ça serait sympa, merci. Vous cliquez sur valider. Et là, votre devoir est envoyé. Donc, on a passé la première étape que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous arrivez du coup à la correction des exercices. Alors là, c'est un travail assez complexe qui consiste à donner en tant que professeur, à donner les instructions sur comment corriger un devoir. Donc là, le plus souvent, on ne le voit pas ici, mais il peut y avoir une vidéo de démonstration où le professeur dit « Ok, là, je viens de télécharger un devoir. » Je l'ouvre, je regarde, ok, ça a l'air pas mal, etc. Pour que l'élève s'inspire un petit peu de la façon de noter du professeur et qu'il comprenne un peu ce qu'il lui est demandé. On peut évidemment afficher une correction type, c'est ce qu'on fait en général. Et le plus intéressant se fait ensuite ici, puisque là, c'est le moment où vous allez télécharger les devoirs des autres et vous allez les corriger. Donc là, on vous donne 3 devoirs à corriger, 3 exercices à corriger. Ce sont 3 autres élèves, donc on ne sait pas qui c'est. Par contre, on peut télécharger le fichier, l'ouvrir, analyser en fonction des critères du barème et décider de mettre 0, 1, 2, 3 points ici, etc. dans tous les critères qui ont été définis par le professeur. Par exemple ici, est-ce qu'il a bien changé la couleur? Est-ce qu'il a bien utilisé une police personnalisée? Est-ce qu'il a bien défini une bordure? Et à chaque fois, il y a un nombre de points qui est associé et on vous donne des points de barème en disant voilà, vous mettez 0 points s'il ne l'a pas fait, 1 point s'il l'a fait un petit peu mais pas très bien, 2 points s'il l'a vraiment bien fait. Et très important, on vous invite à laisser des commentaires qualitatifs à la fin qui vous permettent de donner des conseils finalement à l'élève qui est en train d'apprendre. Donc vous faites ça, vous envoyez cette première correction pour le premier devoir, vous passez au deuxième, vous passez au troisième, et une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre job, vous devez attendre que votre devoir soit corrigé pour avoir votre note, mais votre part du travail est faite. Et une fois que c'est fait, et bien justement, vous commencez à voir les corrections arriver. Donc là, vous allez voir ici sur les différents types de critères de barème, on retrouve les mêmes. Un élève qui corrige un autre élève. Ça, c'est une correction d'un élève vers un autre élève. Ça, c'est une autre correction. Ça, c'est une autre correction. Et typiquement, vous avez les numéros des devoirs. Ici, on voit que celui-là, c'est le même. C'est le même numéro de devoir. Donc, ce sont des élèves, 2 élèves qui ne se connaissent pas du tout, qui ne sont pas dans le même pays, qui n'ont pas forcément le même âge ou le même niveau d'études, qui ont mis des points à chaque fois et qui ont mis des conseils, des commentaires. Donc c'est ça qui est assez magique en fait, c'est que vous voyez que les élèves ici sont d'accord entre eux à très peu de choses près. Il y en a un qui a mis 12 sur 12, l'autre qui a mis 11 sur 12, je ne sais pas ce qu'a mis le troisième, mais en général, il se trouve que les notes des personnes qui ne sont pas consultées sont quasiment les mêmes. Ce qui permet de faire une moyenne qui est tout à fait acceptable. En plus de ça, vous avez des commentaires, parfois même très 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 détaillés, du travail qui a été fait. Donc là, vous avez quelqu'un qui encourage, ça c'est très important aussi dans la pédagogie, qui encourage l'élève à continuer, qui lui dit c'est très bien, mais là tu as fait une petite erreur, tu aurais dû mettre un paramètre en plus sur tel élément, parce qu'il faut 3 valeurs, etc. Ça c'est des choses qui seraient très compliquées à mettre en place de façon algorithmique. En fait, il existe des logiciels qui analysent le code source en profondeur,
mais on arrive à le faire difficilement pour un langage dans des cas précis. Avec ça, on peut faire n'importe quelle technique, n'importe quelle technologie, n'importe quel langage, ou même justement, je disais, une production graphique, un dessin, et arriver à donner des commentaires utiles pour la personne qui a fait le devoir. Voilà, donc avec ça, on met en place l'interface, le professeur peut suivre toutes les corrections qui passent, et on peut en voir des centaines, des milliers, et à l'heure où je vous parle, en fait, il y a des corrections qui se font en ligne sur le site, environ toutes les 1 à 2 minutes, il y a une nouvelle correction qui tombe d'un élève vers un autre élève dans un cours. Et ça, à toute heure du jour et de la nuit, en fait. Donc, on a mis en place ce système, et surtout, on l'a mis en place de façon continue. Il existe du peer assessment, ce concept-là, sur Internet. On le trouve notamment sur Coursera et sur edX. La particularité du système qu'on a mis en place, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que le cours est ouvert tout le temps, toute l'année, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et il y a un système qui analyse l'offre et la demande et qui adapte le nombre de corrections qui est demandé en fonction du nombre de personnes qui attendent leur correction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un MOOC classique, le MOOC démarre le 1er janvier et vous avez les devoirs à rendre pour le 31 janvier. Et ensuite, vous avez une semaine pour tous rendre les corrections. Ici, ce qui se passe, c'est que vous pouvez démarrer n'importe quand, le 5 février. Vous apprenez en même temps que les gens qui ont commencé en même temps que vous. Et du coup, vous allez corriger les devoirs des personnes qui viennent de passer juste avant vous. C'est simple à dire comme ça. Algorithmiquement, c'est un peu une autre paire de manches en fait. Mais surtout, ça a le mérite de fonctionner, de s'adapter en fonction de l'offre et de la demande et de ne pas se calquer trop bêtement sur le modèle universitaire. Parce que finalement, ce qu'ont fait les premiers MOOC sont des universitaires. Ils se sont dit, bon, ben, comme mon cours en présentiel, il dure 12 semaines parce que c'est un semestre et c'est comme ça, et bien en ligne, mon cours va durer 12 semaines. Sauf que là, ils sont en train de revoir un peu leur copie parce que justement, au bout de la 4e, 5e semaine, les gens commencent sérieusement à abandonner et au bout de 2 semaines, il reste pas grand monde. Donc c'est un autre problème. C'est qu'ils sont obligés de repenser le séquençage pédagogique de leur cours. Donc, on fait en sorte ici que tout le monde puisse se corriger à toute heure du jour et de la nuit et à n'importe quel moment. Donc si vous inscrivez aujourd'hui sur un cours, quel qu'il soit, vous pourrez être corrigé dans les heures ou dans les jours qui viennent par quelqu'un, sans avoir à dire « mince, j'ai loupé la session ». Alors, ce que je trouve toujours amusant, c'est d'aller chercher justement ce que les gens ont fait, d'aller observer les devoirs. Donc ici, j'ai sorti quelques productions, quelques devoirs qui ont été envoyés sur la plateforme. Et ça, c'est des devoirs qui ont été envoyés, je crois, dans la journée. Donc c'est vraiment ceux de ce matin ou d'hier soir. Donc ici, sur le cours HTML5, qui consiste à apprendre à créer un site web. On parle vraiment de gens qui débutent dans la création de sites web, donc ils agencent des éléments, ils essaient de mettre une image de fond, etc. Là, on a une première personne qui a mis voilà, son expérience, ses compétences, sa formation, qui a mis une photo, une image de fond, etc. et qui l'a envoyé sur la plateforme en disant « Ok, maintenant, à vous de me corriger ». Et donc, du coup, cette personne a pu avoir ses notes et avoir des commentaires avant de passer dans la partie suivante du cours. Une autre personne, voilà. Des personnes très très variées, finalement, ça permet aussi de voir la variété des gens à qui on peut enseigner, qui du coup voilà, a fait la même consigne, mais à sa façon. Et tout ça, ce sont des devoirs que le professeur peut regarder de loin, peut surveiller, en téléchargeant le devoir à chaque fois. Voilà, ici, une petite icône pour télécharger le devoir, pour comparer et vérifier si tout se passe comme prévu. Mais là, le professeur ne peut raisonnablement qu'être en analyse globale, en réponse quand il y a des commentaires un peu globaux qui reviennent souvent, et non pas en correcteur one-to-one, parce que ça devient, comme je vous l'ai expliqué, assez compliqué à faire. Un autre type d'activité assez amusant qu'on a mis en place, c'est ici, non pas une activité qui consiste à programmer dans le langage en question, mais plutôt à expliquer une notion qu'on a appris. Ça, c'était sur le cours de C. C'est un devoir qui dit, bon, vous avez appris à faire des pointeurs en C, enfin j'espère. Maintenant, j'aimerais que vous le réexpliquiez en quelques mots avec vos mots. Et donc, vous pouvez utiliser n'importe quel format. Vous pouvez le faire en format texte, en format vidéo, en format audio, peu importe du temps que c'est clair. Et donc ça, c'est un premier élève qui essaie d'expliquer la notion de pointeur, qui fait des schémas, etc. Donc vous voyez, on est sur des devoirs très très riches qui ne peuvent pas être corrigés automatiquement par un ordinateur, mais qui peuvent être évalués qualitativement par un autre élève. Un autre devoir de ce type, bon, c'est pas du tout la même chose, on a des devoirs de qualité très variés et celui-ci n'a pas forcément eu la même note, mais voilà, il a voulu faire une analogie marrante entre le voleur c'est une variable, le policier un pointeur, et donc le policier pointe vers le voleur et essaie d'attraper la variable. C'est pas forcément comme ça que j'aurais expliqué les pointeurs en C. Peut-être qu'il y a des fautes, mais au moins la personne a essayé de faire quelque chose et ça libère réellement une créativité des productions des élèves. La particularité de ça,
c'est que vous, quand vous allez vous mettre à corriger des devoirs comme ça, vous tombez sur un devoir comme ça à corriger, vous voyez une diversité de devoirs. Alors vous allez avoir des bons, vous allez avoir des moins bons, mais en regardant ce que d'autres personnes ont fait, vous allez à votre tour apprendre énormément sur ce qui vous était demandé. C'est-à-dire que vous avez fait le devoir, ce qui était déjà un gros apprentissage en soi, mais le fait de devoir corriger d'autres personnes, on le sait, on l'a observé, ça libère énormément la compréhension de ce qui était demandé. Et donc en fait, les gens qui font ces corrections de devoirs ont tendance à nous dire pourquoi il n'y en a que 3 à corriger, parce que là j'en ai fait 3, mais je suis chaud, je peux en corriger 4, 5, 6, etc. Parce que ça me fait vraiment découvrir plein de façons de percevoir les choses. Et c'est effectivement quelque chose de très très puissant. Donc on est passé de cours purement statiques où on apprend, on lit et puis voilà, on espère qu'on fera quelque chose, à des cours où dans la mécanique d'apprentissage, il y a ces réalisations variées à faire et aussi les corrections qui sont un élément très très puissant. Là j'en ai un autre, c'est sur le même devoir toujours, qui essaie d'expliquer la notion de pointeur en C en vidéo. Alors je n'ai pas chargé la vidéo complète, mais c'est assez amusant de voir ce qu'il a fait. Il l'a fait en 2-3 minutes, voilà. Il s'est enregistré sur une webcam, il avait 2-3 post-it, et lui, son concept, c'était plutôt la voiture qui essaie de se garer sur un parking. Parking est numéroté, etc. Peu importe, mais tout le monde vraiment essaie comme ça d'expliquer à son tour. Et finalement, ça fait quoi ça permet de créer une diversité de façons d'enseigner. Et notre objectif derrière ça, c'est à partir de ces créations des élèves, repérer celles qui ont le plus de succès de la part des correcteurs pour voir s'il n'y a pas lieu de les réintroduire d'une façon ou d'une autre dans le cours. Parce que derrière, l'objectif, c'est de s'adapter à la façon d'apprendre de chacun. Peut-être que vous comprendrez mieux les pointeurs si on vous l'explique comme ça. Ça vous fera marrer, mais peut-être que du coup, vous allez un peu analyser, comprendre, rentrer dans le détail. Ou vous êtes plutôt visuel et du coup, vous préférez une vidéo de 2 minutes. Et dans ce cas-là, ça sera le bon cours pour vous. Donc finalement, on est en train de faire remonter la pédagogie directement auprès des élèves qui sont en train d'apprendre. Et ça, c'est à nos yeux très important parce que ce qu'on a découvert, c'est que le one size fits all, le concept de la salle de classe où tout le monde apprend le même cours, ne convient plus, ne suffit plus. Les gens apprennent à des vitesses très différentes. Hein, 1 heure de cours, c'était décrété un jour qu'on faisait des salles de classe d'1 heure de cours, mais en réalité, il y a des gens qui apprennent en 20 minutes, il y a des gens qui apprennent en 4 heures. Et bien là, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de s'adapter au rythme de chacun. Voilà, et puis sinon, des documents, là, c'était présenter son projet solidaire. Donc là, ce n'était pas du tout technique, hein, il s'agissait juste d'expliquer un projet solidaire qu'on a envie de mener, savoir le vendre pour récupérer des fonds et vérifier qu'on rentre dans le budget. Par exemple, si on veut ramener, des crayons et des livres en Afrique dans une école, eh bien, on propose son projet et on le soumet finalement à la communauté qui va analyser si son document est bien réalisé, s'il respecte bien les conditions de budget, etc. Et donc, ça remplit le rôle en fait. Et sur le même devoir, voilà, j'en avais un autre qui est ici, je crois, à Marseille. Et c'est quelqu'un qui a un projet de faire du coach en onco-esthétique, donc pour les personnes qui ont le cancer. Et donc voilà, c'est la personne a fait son visuel, a expliqué qui elle est, et comme on lui a demandé dans les consignes, a fait le budget de son projet. Et voilà, c'est un mini budget, on n'est pas sur un business plan très détaillé encore, mais là qui permet déjà de faire ressortir un petit peu les besoins en financement pour derrière réussir à mener son projet. Si on avait juste suivi un cours en ligne comme ça, statique, on n'aurait pas forcément autant appris que si on avait dû faire ce devoir, mais en plus on avait dû corriger un devoir comme ça. Voilà, je terminerai juste sur un petit peu d'analyse là-dessus, parce que je pense que vous devez tous vous dire un truc, c'est que c'est bien beau, correction entre pairs, c'est les bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, les élèves arrivent à se corriger entre eux, ils trichent pas, ils sont capables de se corriger. Mais vous devez vous dire, oui, mais si c'est des élèves, c'est qu'ils apprennent. S'ils apprennent, c'est qu'ils ne savent pas les choses. Donc, comment pourraient-ils savoir se corriger entre eux? Ce qui est une bonne question. Et en fait, pour être tout à fait franc, moi, je pensais que ça ne marcherait pas. Je pensais que ça ne marcherait pas parce que justement, les élèves étaient des débutants. Et les débutants seraient a priori désemparés pour apprendre et pour expliquer à d'autres personnes. Sauf que la réalité qu'on a mesurée, c'est qu'il y a des gens très variés dans les personnes qui apprennent. En fait, vous allez forcément vous retrouvez à côté de quelqu'un qui a autant, sinon plus de connaissances que vous, et quelqu'un qui a moins de connaissances que vous. Et en fait, la magie du système, qui arrive un petit peu aléatoirement, c'est que vous vous retrouvez à corriger des devoirs
de personnes de niveaux très très variés. Et vous allez très vite voir qu'il y a des personnes qui débutent complètement, qui sont moins bonnes que vous, mais qu'il y a aussi des personnes qui sont nettement meilleures que vous. Et vous allez aussi corriger ces personnes-là. Mais ces personnes-là vont aussi corriger d'autres personnes. Et donc en réalité, on arrive à être corrigé quasi systématiquement par une personne qui a de bons conseils à nous donner. Et ça fait la force du système, c'est qu'en réalité, on croit que tout le monde est débutant, mais en fait, en ligne, il y a tous les niveaux. Donc on a simplement observé sur un des cours, ici le cours sur PHP, les différences de notation qui pouvaient se faire entre différents types d'élèves. Ici, sur la courbe rouge, ce graphique n'est pas forcément très simple à comprendre, vous voyez les différentes notes qui ont été données par des élèves qui avaient des mauvaises notes eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, je suis un élève qui vaut 3 sur 10, d'accord ? Donc j'ai fait un devoir mauvais. Et en fait, quelle note donnent ces élèves ? Eh bien, vous voyez qu'il y a sur 10, il y a un pic à 5, il y a un pic à 7 à peu près. Donc ça se situe à peu près là. Ces élèves donnent des notes plutôt dans cette zone-là. Tandis qu'en bleu, ce sont les meilleurs élèves, ceux qui eux-mêmes, sur leur devoir, ont eu plus de 8 sur 10. Eh bien, eux ont donné à d'autres élèves des notes un peu plus élevées, sensiblement plus élevées. Ce qu'on en déduit à partir de là, c'est que y a une différence évidemment de notation entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui est plus expert, et que l'expert en fait a tendance à être plutôt généreux avec ses pairs, alors que le débutant lui va être plus sévère. Voilà. Et finalement ça rejoint assez bien ce qu'on entendait tout à l'heure du discours de l'école 42, où quand les profs qui connaissent se mettent à corriger, en fait ils sont en général plus gentils que les élèves. Pourtant, les élèves n'ont pas forcément envie de se saquer entre eux, mais ils ont cette démarche de correction. Non, j'ai dit une bêtise. Ils pourraient, hein, mais... Donc voilà, on observe ça. C'est-à-dire que ce n'est pas très éloigné, mais il y a quand même... Vous avez plus de chances d'avoir une bonne note si vous êtes corrigé par des gens qui eux-mêmes sont de bons élèves. Donc voilà, les bons élèves donnent de meilleures notes que les moins bons, en général. Et aussi, ce qu'on peut demander, c'est... il y a 3 personnes qui vont noter un même devoir. Est-ce que ces gens sont d'accord entre eux ? Là, on a mesuré l'écart type en moyenne sur des milliers de devoirs qui ont été soumis sur la plateforme. Et ça a donné ça. Ça, c'est l'écart type entre les correcteurs. Et ça, c'est la fréquence en hauteur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a une grande partie des devoirs, ici, avant cette barre verte, qui ont un écart type qui est inférieur à 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écart type entre ces 3 devoirs, la séparation entre guillemets des notes entre ces 3 devoirs est inférieure à 1 sur 10 ou à 1 sur 20 sur ces devoirs. Ensuite, on a un écart type un peu plus éclaté, mais vous voyez que c'est complètement à la marge. La majorité des devoirs, donc tous ceux qui se situent là, eh bien, se trouvent être avec un écart type inférieur à 1. Et donc ce qu'on a découvert un peu sans le savoir, c'est que ici ça fonctionne. Et que sur 50% des devoirs, eh bien, 50% de ces devoirs reçoivent des avis quasi identiques de la part de leur correcteur, alors que ces gens ne se connaissent pas, ne se sont pas parlé, ils n'ont pas eu de moyen de se parler, ils ont forcément des profils sociodémographiques très différents, puisqu'on parle de personnes voilà, très très variées, de tous les âges, à tout moment de l'année, qui se corrigent. Et donc ça c'est pour nous une belle démonstration en fait, que ce système fonctionne. Alors, il y a évidemment des éléments à la marge à régler. Hein. On a déjà eu un 2 sur 10, 6 sur 10 et 10 sur 10. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien là, l'objectif, c'est parti des travaux en cours, c'est de repérer les écarts types élevés comme ça et redemander une correction à quelqu'un qui a déjà bien corrigé d'autres personnes. Ou éventuellement, il existe aussi un concept qui consisterait, dans les 3 devoirs à corriger, à faire corriger un devoir dont on connaît déjà la bonne note, entre guillemets. Ça fait un devoir témoin, et en fonction de votre écart par rapport à ce devoir témoin, eh bien, ça fera un coefficient que vous appliquerez sur les notes que vous donnerez. En gros, si le devoir valait 7 sur 10 et que vous mettez 7 sur 10, vous avez le coefficient maximum, vous êtes un bon correcteur, et donc vos notes auront beaucoup de poids. Si vous mettez 2 sur 10 alors que ça valait 7 sur 10, et là on va vous laisser corriger, mais ça va avoir très peu de poids. Ça, c'est une des différentes possibilités qu'on a en tête pour lisser la correction entre pairs et faire en sorte que les 50%, ou plutôt les 10%, 15% qui sont à la fin, eux, ne soient pas trop écartés et que l'élève ait le sentiment d'avoir eu une notation le plus juste possible. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore une fois inventé. Et il existe, vous pourrez chercher sur Internet la notion de peer assessment. Il existe des papers de chercheurs qui ont démontré que c'est aussi fiable, sinon plus fiable, qu'un enseignant qui corrige.
pour avoir déjà corrigé dans une salle de classe classique, je crois une vingtaine de copies, je peux vous dire que le 18e était beaucoup moins bien corrigé que le premier. Simplement parce que on fatigue et à la fin on va un peu plus vite. Et donc ça a le mérite de limiter le taux de fatigue sur la correction des élèves et de permettre que tout le monde ait une notation la plus proche et la plus juste possible par rapport à la qualité de son travail, en plus d'avoir beaucoup appris. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore moi. Une question sur donc 3 devoirs à corriger et on est corrigé 3 fois et on obtient sa note. Oui. Donc ça c'est l'équation parfaite et si vous introduisez un petit peu d'aléa, il y a des gens qui vont pas répondre au rendez-vous et comment vous les traitez? C'est-à-dire que les professeurs rentrent en support ou alors vous avez évoqué l'idée de refaire un tour en demandant au bon correcteur que vous avez identifié d'éventuellement faire un 4e, un 5e, c'est ça? Alors le coup des bons correcteurs, là c'est plutôt dans les tuyaux en mise en place chez nous, plutôt pour diminuer les écarts types un peu forts. Pas dans les problématiques d'un élève qui n'a pas rendu le devoir ou qui n'a pas rendu sa correction. Et je le disais vers le milieu de la présentation, mais on n'a pas sa note tant qu'on n'a pas corrigé les devoirs d'autres élèves et qu'on n'a pas été corrigé soi-même. Après, c'est une carotte, une incitation très forte à le faire. Il n'empêche que c'est la vie, il y a des gens qui ne le font pas quand même. Et donc du coup, on se retrouve avec une file d'attente qui augmente. Et c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé complètement. On savait que ça pouvait arriver, mais on a plutôt laissé les choses arriver. Parce que, et ça c'est un conseil que je peux donner, quel que soit le projet finalement, c'est il vaut mieux se lancer et faire des petites suppositions comme ça, même si elles paraissent un peu folles. Et après, on verra s'il y a besoin d'adapter. Parce que si on était parti sur des suppositions très fortes, moi je vous aurais dit dès le début, écoutez, les élèves, ils sont débutants, ils ne peuvent pas se corriger entre eux, ils feront que de la merde, donc ça ne marchera jamais. Donc il faut quand même se lancer. On a vu que du coup, il y avait une file d'attente qui s'allongeait, il y a eu un problème pendant peut-être une semaine, il y a des gens qui commençaient à attendre. Et donc on a mis en place un algorithme qui, je le disais, gère l'offre et la demande. Et donc si vous voyez qu'il y a une demande de plus en plus forte, eh bien on va obliger les élèves, non pas à corriger 3 devoirs, mais à en corriger 4, 5, 6. En fonction de jusqu'à ce que les trous soient remplis et le minimum c'est d'avoir 3 devoirs corrigés. Merci. Bon, bonjour, moi je suis un peu... en fait ma question est plus sur le technique. Comment vous faites pour empêcher les malveillances entre les échanges de codes malveillants par exemple entre les étudiants? La triche. Non, je parle vraiment de code malveillant. On envoie, par exemple, vous envoyez un fichier zip sur votre plateforme. Ensuite, vous le redistribuez à d'autres élèves. Comment vous faites pour être sûr que ce fichier ne contient pas de virus? De virus, oui. Ouais, par exemple. C'est une bonne question. On n'a pas eu le cas. Mais on a eu des gens qui se sont inquiétés de la question. Il existe des antivirus qui peuvent s'exécuter sur le serveur. Ça marche. Après, l'objectif, c'est pas non plus de faire éternellement des fichiers zip où il peut y avoir tout et n'importe quoi à l'intérieur. Le but, c'est d'être de plus en plus spécifique par rapport aux demandes. Notamment, si on demande par exemple une production graphique, eh ben, c'est une image, on va directement uploader l'image plutôt que le zip qui pourrait contenir des exécutables, des virus, etc. Donc voilà, plusieurs méthodes. La première, c'est de faire exécuter un antivirus sur le serveur. Ça mange pas de pain. Et puis ensuite, la deuxième, c'est de ne pas systématiquement demander des zips parce que finalement, on l'a fait pour des questions de facilité en fait, ça. Pour pas gérer. Alors là, c'est un type d'adresse URL, là, c'est un type vidéo, là, c'est un type production graphique, etc. On va le faire. On est en train de se préparer à le faire, mais on n'a pas voulu aller aussi loin au départ. Donc du coup, ça a le défaut que ça bloque des gens parce qu'il y a des gens qui savent pas zipper. Hein, voilà. Il y a des gens on leur demande de faire un PDF et en fait, ils renvoient quand même des docx. Je peux pas. Voilà. Donc là, c'est le système très imparfait que je vous ai présenté, mais qui n'empêche qu'il marche parce qu'on a quand même des devoirs qui sont corrigés. Mais la capacité d'amélioration de ce système est très très forte. Ne serait-ce que visuellement, vous l'avez vu. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc voilà, on est un peu au milieu du gué là-dessus. Et l'objectif, c'est évidemment de diversifier les formats et de ne pas laisser traîner des virus. Mais dans le pire des cas, je trouve pas ça souhaitable, hein, mais il y a 3 personnes qui pourraient se faire contaminer à condition qu'elles soient sur la même plateforme. Mais donc, depuis le début
En réalité, ça a commencé il y a 1 an tout juste. Vous n'avez pas constaté rien du tout? Non. Non, on a eu beaucoup de gens on a eu beaucoup d'experts qui se sont inquiétés des dérives possibles d'un tel système, à qui j'ai donné la même réponse. Nous, on est en train de travailler à mettre en place justement des analyses comme ça sur le serveur, plus faire en sorte que les gens n'uploadent pas systématiquement des zip, parce qu'en fait, c'est une question d'accessibilité. C'est juste, voilà, le vrai problème, le plus gros problème qu'on a, c'est pas l'échange de virus, parce qu'au pire, il serait diffusé à 3 personnes. C'est plutôt la difficulté qu'ont les gens à comprendre ce qu'on leur demande. Ouais, une petite question. Le peer assessment, effectivement, tu l'as rappelé, ça existe depuis pas mal de temps déjà. Au début, en introduction, je ne sais plus si c'était par rapport à ça, tu as dit que tu n'y croyais pas trop au départ. Pourquoi tu n'y croyais pas trop, en fait, à cette, J'avais beaucoup comme souvent tout le monde, en fait, j'ai beaucoup d'a priori, je me dis des choses, je pense que ça, etc. La particularité, c'est que j'ai quand même tenté le coup. Parce que j'ai entendu dire que ça pouvait marcher, que je trouvais ça passionnant. Et surtout, je me suis dit, ne verrouillons pas les choses inutilement, essayons de faire un système ouvert et voyons ce qui se passe. Et ce qu'on découvre en faisant ce genre de choses, c'est que en faisant confiance aux gens, les gens ont tendance à respecter cette confiance. Alors que si on fait un système bloqué, fermé, un peu sécuritaire, eh bien, on verrouille complètement la capacité d'apprentissage et d'innovation. Donc on préférera toujours avoir quelque chose d'ouvert. Alors, la question, c'était plutôt pourquoi est-ce que j'étais... Pourquoi tu avais peur, en fait, au début. Pourquoi est-ce que j'avais peur? Ouais. C'était quoi la crainte Il n'y a pas de crainte particulière, si ce n'est... quand tu lances un truc comme ça, tu as 2000 devoirs qui doivent se faire corriger, tu te demandes ce qui va se passer. Parce que si les mecs ont bossé pendant 1 semaine comme des fous pour le rendre avant le dimanche soir minuit et tu leur dis en fait je pourrais pas te corriger, parce qu'en fait je pensais que ça allait se faire comme ça mais en fait j'ai pas pu, t'as au moins 2000 personnes assez énervées qui viennent frapper à ta porte. Donc ok, je suis d'accord. voilà, c'était plus voilà, on savait qu'on allait avoir le problème. On pensait qu'on avait une solution, mais si on l'avait pas, on aurait dû vraiment se creuser les méninges très vite pour trouver une solution quand même. C'était la deuxième question en fait. Du coup, imaginons que ça n'ait pas marché, que les personnes n'aient pas joué le jeu. Tu te retrouvais avec 2000 devoirs à rendre. Je pense que je l'aurais pas fait, déjà, très clairement. Parce que je sais la difficulté que c'est de corriger 20 devoirs déjà. J'aurais essayé plus fort. Je pense que j'aurais essayé plus fort et j'aurais changé. Et je serais me posé la question, quel est le paramètre qui fait que ça n'a pas marché? Je serais allé creuser dans la donnée, je serais allé creuser dans la base de données, j'aurais regardé si les gens avaient ouvert la page, j'aurais regardé si les gens avaient commencé à corriger, j'aurais regardé le temps qu'ils avaient mis à le faire. Et je serais allé analyser, enlever tout le bruit jusqu'à comprendre la source du problème. Est-ce que les gens ne voulaient pas? Est-ce que les gens pensaient que c'était pas nécessaire? Est-ce qu'il fallait que je les relance? Je pense honnêtement qu'il faut juste essayer plus fort après. Jusqu'à accepter, au bout d'un certain nombre d'itérations, que en fait c'était une mauvaise idée et être sincèrement désolé là-dessus. Et c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, il faut accepter son échec et son erreur, mais il faut aussi savoir prendre des risques, parce que si j'avais pas pris ce risque-là, j'aurais jamais fait ça. Ceci dit aussi, la nature du devoir que tu demandais en fait aux élèves était assez simple dans l'absolu. Il fallait simplement checker si c'était noir, il y avait la ligne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, c'était pas simple. Non, ce que je veux dire, je trouve pas que c'était simple. Non, c'est pas simple, je suis d'accord. Mais tu vois, ça demandait de checker rapidement finalement, tu vois. C'était plus. Oui. Ouais. Dans cet esprit-là, il n'y avait pas de besoin de retour, d'analyse très très profonde. Non, c'est vrai. Tu vois, voilà, c'était dans cet esprit-là que mais je veux dire. Volontairement, c'est peut-être une erreur, mais on n'a pas cherché à faire de devoirs extrêmement complexes avec une analyse extrêmement complexe, parce qu'on pense que dans ce cas-là, il y a très peu de gens, qui vont les rendre, deux qui seront capables de les corriger. Et dans ce cas, ça devient un truc pointu. Et dans ce cas-là, on retrouve dans la salle de classe avec le professeur éminent qui est le seul capable de donner des conseils extrêmement pointus là-dessus. Exactement. Nous, sur Open Classroom, on préfère toujours des cours accessibles à un plus large public. On préfère éduquer les bases pour les faire monter en compétences, et on laisse au système existant, qui est déjà très bon à ça en fait en France, à faire des élites très pointues. C'est pour ça qu'on a des prix Nobel, c'est pour ça qu'on a des gens très très bons. Mais il y a énormément de gens qui seraient capables de faire ça, mais qui ont abandonné en cours de chemin parce qu'ils croyaient qu'ils n'en étaient pas capables, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux bonnes ressources au bon moment. Donc ça fait déjà pas mal de choses à faire. Moi je me demandais, quand on voit l'écart type qui est très faible, on se dit que, enfin moi en tout cas je me dis que c'est les instructions au professeur qui ont été, des instructions qu'a donné le professeur au correcteur qui ont été très bonnes et très ciblées. Du coup comment tu t'y prends pour éduquer en fait tes professeurs, parce que je sais que sur Open Classroom c'est des professeurs qui sont pas professeurs de métier. Pas toujours. Donc voilà, du coup pour cela, comment tu t'y prends pour les orienter à faire un bon barème très explicite? Alors déjà je vais juste préciser une chose, parmi les professeurs, ceux qui font les cours,
il y a des vrais professeurs sur Open Classrooms et il y a des gens qui ne le sont pas du tout, qui sont des élèves ou qui sont des personnes qui sont en poste. Et en fait, pour information, il est en général plus simple d'arriver à obtenir ce qu'on veut avec une personne qui n'est pas professeur plutôt qu'avec un professeur. Parce que le professeur part avec des habitudes pédagogiques qu'il a eues pendant des années et c'est assez dur de faire le virage et de transiter là-dessus, donc d'apprendre une nouvelle façon d'enseigner. Donc on travaille plus facilement avec des esprits vierges qu'avec des professeurs. Maintenant, on travaille aussi bien avec tout le monde, mais là il faut les éduquer sur la façon de faire. Nous-mêmes on découvre comment faire au mieux. On sait que c'est très dépendant de la qualité de l'explication de la correction. C'est clairement très dépendant de ça. Si on fait n'importe quoi, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, on l'a observé. On a déjà fait des erreurs comme ça. Donc du coup, on soigne beaucoup ça. Pour information, en fait, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui sont maintenant 6 personnes chez Open Classroom qui suivent chacun des cours qui sont conçus comme ça, avec les corrections entre pairs, et qui ont l'expertise de comment faire une bonne correction entre pairs, faire un bon devoir, et donc qui font retravailler le professeur jusqu'à ce que ça corresponde aux standards qu'on est nous-mêmes en train de définir finalement d'un devoir en ligne. Et puis en plus de ça, mon équipe me tanne depuis un moment là-dessus pour faire ça, mais il faudrait faire un cours sur comment faire un cours en fait. Ça existe, hein, je n'invente pas le concept, mais sur Open Classroom ça serait bien, avec nos méthodologies, notre façon de faire, notre style, de dire aux gens comment, si vous voulez faire un cours, sachez que vous pouvez, parce qu'on ne vous jugera pas du tout pour votre niveau, votre diplôme ou quoi, mais plutôt sur votre qualité pédagogique. C'est le seul critère qu'on analyse réellement. Donc ça nous arrive de refuser des gens diplômés et ça nous arrive d'accepter des gens non diplômés. Et ensuite, voilà comment il faut faire, voilà les grandes lignes, ce qui donnera beaucoup moins de travail à l'équipe d'ingénieurs pédagogiques derrière. On l'espère. J'ai une question par rapport à l'utilité de la note quantitative dans un MOOC. C'est-à-dire que je suppose que la plupart des gens le font pour eux-mêmes, pas forcément pour un travail ou un diplôme ou autre chose. Donc pourquoi avoir une note en fait en chiffres derrière ? C'est une bonne question. En fait, on a posé la question aux gens. 50% des gens, en réalité, veulent être certifiés et veulent quelque chose qui prouve la qualité de leur réussite. Alors, c'est pas obligatoirement à faire avec des notes. Ça peut être fait de façon qualitative, on est d'accord. Mais il y a des gens qui veulent réellement un système qu'ils connaissent, classique, et il y a des gens qui veulent juste apprendre rapidement et puis avoir des conseils. Donc là, on va de plus en plus vers de la personnalisation en fonction des besoins des gens. Pour l'instant, on est encore sur du one size fits all, comme je disais, c'est-à-dire on a la méthode d'apprentissage, mais progressivement, on va aller vers une méthodologie qui s'adapte un petit peu aux besoins de chacun, parce qu'on voit la diversité des façons d'apprendre, des objectifs de chacun. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est tout bête, c'est que nous, on est inspiré par ce qu'on connaît, hein. On apprend et on itère à partir de ce qu'on connaît. Et le système qu'on connaît, c'est un système qui donne des notes sur 20. Donc en fait, naturellement, on s'est mis à mettre des notes sur 20. Et progressivement, on est en train de se dire, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Et puis ensuite, on est en train de voir la qualité parfois des commentaires qualitatifs en texte que les gens se donnent entre eux. Et on se dit, mais en fait, ça, c'est vachement fort. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas remonter directement dans le certificat ou demain le diplôme de la personne ? Que plutôt de dire, ça, c'est un élève qui est major de promo 18 sur 20. En fait, c'est un élève qui a fait un devoir créatif comme ça, c'est ce devoir-là. Donc, on montre ce que la personne sait faire concrètement et on montre ce que les gens ont dit sur son devoir. Donc, pour répondre à ta question, donc du coup, on fait et on va continuer à faire de la correction avec des notes, avec des points. On pense que c'est intéressant, que les gens cherchent ça aussi, mais on n'est pas du tout sectaire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une des possibilités d'évolution et d'aller de plus en plus vers le qualitatif, parce qu'on croit beaucoup en réalité à démontrer ce que la personne a su faire. Et ceux qui ont une mauvaise note, ils ont aussi un certificat derrière ou ils n'ont rien? Ce qui valide, ce qui est un barème à un moment où on valide ça dépend. Pour faire très simple, il faut 70% de bonnes réponses sur l'ensemble des exercices de tout le cours pour être certifié, sinon on ne peut pas l'être. Donc ça correspond à une note de 15 sur 20. C'est complètement arbitraire, hein. Enfin, on a dit 70%, on peut dire 90%, on pourrait même être exigeant et dire 100%, pourquoi pas. Après, c'est juste une question de où on place la barre, de méthodologie, etc. Donc ça, c'est juste un choix qui a été fait et qui ne demande qu'à être remis en question, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Bonjour, en fait, je m'appelle Abdoulaye. Ma question est tout à l'heure, vous avez parlé de la musique
Et je voudrais savoir quels sont les critères que vous faites, si c'est pareil. Alors que je sais qu'en composition, que quand on dit à un artiste ou à un compositeur ce que vous faites, c'est pas bon, il y a une probabilité de 70% qu'ils prennent ce son, qu'ils le jettent à la poubelle, parce que tout simplement, l'artiste se sent très fort quand il produit ses œuvres, mais quand on le décourage, c'est jeté en fait, ça perd de considération. Première chose importante à signaler, c'est qu'on n'a jamais fait de devoir où il fallait faire une musique, quelque chose d'aussi créatif, et c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire. Je pense qu'on le fera plutôt d'abord sur de la création graphique, pour des raisons d'ordre pratique, voilà. Et même sur la création graphique, l'élément reste valable, c'est comment est-ce qu'on note quelque chose qui on a l'impression qu'il y a une appréciation très très qualitative, alors qu'on va se dire un code source, c'est oui ça marche, non ça marche pas. Déjà, je suis pas d'accord. Je trouve que coder, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est arriver à extraire à extraire les différents points qu'on peut analyser de façon relativement objective. Ce qu'on a fait dans un code source. Est-ce que le code source est bien indenté? Est-ce que le code source il est bien séparé en plusieurs fichiers, etc. C'est pas obligatoire, mais ça fait partie des éléments, des bonnes pratiques. Alors j'improvise complètement, mais sur une musique qu'il faudrait rendre pour expérimenter, je sais pas moi, des systèmes de percussion, et ben là on pourrait dire est-ce que le rythme est respecté par exemple, est-ce que l'élève a bien mis 3 types de percussions différentes parce que c'était dans la consigne, qu'est-ce qu'il a réussi à mixer 3, voilà. On peut tout imaginer, mais il faudra chercher quelque chose qui est relativement vérifiable et objectif. C'est ma dernière question. En fait, aujourd'hui, avec l'arrivée des logiciels MAO, musique assistée par ordinateur, on voit qu'on a de plus en plus besoin d'apprendre le côté informatique de la musique. Et je pense que ce n'est pas intégré sur votre plateforme et qui est super, super important. En tant que compositeur, j'ai développé une plateforme de collaboration. Je vois que 80% de notre discussion se base sur c'est quoi le dernier plugin que vous avez développé, c'est quoi le dernier logiciel que vous avez installé. Je pense que c'est quelque chose, c'est pas super important sur ces types de plateformes. Dans ce cas-là, on a besoin de toi pour faire des cours sur Open Classroom. Non, mais je suis sérieux. La force du site, c'est justement de permettre à tout le monde de devenir professeur à son tour. Donc on limite pas. Tout le monde peut vraiment proposer un cours. Donc si tu connais la MAO, moi je connais pas du tout, eh ben, propose quelque chose et après on en discute sans problème. Tu as une plateforme sur le site pour proposer des cours. Moi, j'ai trouvé très intéressant le fait que, en fait, quand les élèves corrigent, ils se mettent à la place du professeur. Et comme tu disais, ça permet, quand tu tombes sur une explication, de comprendre peut-être différemment quelque chose que tu n'avais pas compris en suivant le cours. Quand je t'ai écouté parler, ça m'a posé une question. Est-ce que le fait de corriger permet aussi d'apprendre mieux ? Ah oui. Et vous avez un feedback là-dessus ou pas ? Enfin, depuis que vous avez mis un feedback qualitatif. Oui. Des recherches qui ont été menées aussi. J'aurais pu tracer un dessin là-dessus, mais il y a différents niveaux d'apprentissage qui sont de plus en plus puissants à faire. Premier niveau, c'est tu lis, tu regardes, tu écoutes. C'est ce qu'on faisait historiquement d'ailleurs sur le site. Le deuxième niveau, c'est que tu commences à agir, tu commences à répondre à des questions, ou tu commences à être créatif, tu commences à proposer un devoir, à déposer un devoir. Et le dernier niveau, le meilleur niveau de la connaissance en lui-même, c'est quand tu es capable de corriger d'autres personnes, de devenir le professeur, de les conseiller. Et donc, c'est le haut de la pyramide, c'est le top niveau. Et c'est réellement un outil pédagogique extrêmement puissant. Qui fait que du coup, on l'a découvert aussi un peu par hasard, hein, mais quand les gens nous faisaient un feedback oral ou même écrit, ils nous disaient mais j'apprends vraiment beaucoup à ce moment-là quand j'ai corrigé d'autres personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'ils disaient mais j'ai corrigé 3 devoirs, mais pourquoi est-ce que ça limite à 3 ? Je vais en corriger 4, 5, 6. C'est pas juste pour le plaisir de découvrir d'autres devoirs, mais c'est aussi en fait ce que la personne ressentait, c'était ce déblocage des synapses quelque part. La personne comprenait de plus en plus de choses sur ce qui lui était demandé. Et ils nous l'ont dit, texto. Je comprends mieux ce qui m'était demandé parce que je dois maintenant expliquer aux autres ce qui était demandé. C'est tout bête et à la fois très puissant. Et c'est pour ça aussi qu'une des prochaines étapes, que j'espère qu'on va faire démarrer dans les prochains jours, c'est un système de mentorat sur le site. Parce que beaucoup de gens ont du mal à se motiver tout seuls. C'est vrai. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour l'université, il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'université. Il y a des gens qui sont faits pour 42, il y a des gens qui ne sont pas faits pour 42. Il y a des gens qui ont besoin d'être très suivis, peu importe.
le système de mentorat, l'objectif c'est qu'une personne qui a déjà réussi le cours, qui a déjà été certifiée, devienne mentor d'une dizaine de personnes et qu'elle les accompagne avec un rythme régulier par visioconférence ou en direct pour aider ces personnes à faire les devoirs. Et du coup, si cette personne-là arrive à amener un maximum de personnes vers le but, donc vers le certificat, ça veut dire que cette personne devient une très très bonne personne qui a une très bonne compétence sur le domaine en question. Donc limite, on pourrait certifier le mentor avec un certificat ++ quelque part qui dit que cette personne est très très compétente dans le domaine. Et tous les gens qui travaillent dans la pédagogie diront justement quand quelqu'un arrive à son tour à expliquer à d'autres personnes, eh bien cette personne a le top niveau en fait dans les connaissances du truc. C'est très dur d'expliquer en fait, c'est très dur de recracher le morceau de façon compréhensible. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on apprend beaucoup comme ça. J'avais juste une question rapide qui m'est arrivée. Est-ce que, du coup, comme à chaque fois, tu redis que c'est limité à 3, quoi, avec le système d'adaptation de l'offre et de la demande, mais justement, tu es toujours prévu de limiter à un nombre fixe et de ne pas pouvoir permettre à, justement, à ceux qui veulent d'en faire plus Ou est-ce que vous y avez déjà pensé ou si vous avez une position J'y ai déjà là-dessus pensé, je n'ai pas encore résolu l'équation parce qu'en fait, quand tes 3 devoirs sont corrigés, on va générer ta note, ta moyenne et on va prévenir la personne de la note qu'elle a eue. Si une 4e personne intervient après coup, ça change la moyenne et ça fait bizarre de voir une moyenne qui évolue. Donc on peut très bien dire que la moyenne est calculée sur les 3 premiers et ensuite c'est que du qualitatif qui se rajoute. On pourrait faire ça. Ouais. Là, juste, j'ai manqué de temps pour travailler dessus, mais ça fait partie de choses qu'on pourrait être amené à faire. Et là, on serait très curieux de voir du coup l'usage qui se fait derrière. Est-ce que 5% des élèves vont plus loin, 10% ? Et ça, clairement, on le fera et on le mesurera. Mais je peux pas le dire pour le moment. Ce sera l'occasion d'un autre meet-up. Oui, bonsoir. En fait, je crois que c'est monsieur qui a soulevé la question tout à l'heure du ce qu'on appelle du scope, en fait, de ce qu'on peut enseigner de cette façon-là. Est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas moi, préparer les gens à la grecque de philo avec des open classroom, pour rebondir sur ces questions, des choses très, très quantitatives qu'on pourrait pas comme ça rendre palpables sur un écran, comme on l'a fait par exemple avec le code en CSS ou en HTML. On voyait bien comment c'était très découpé et ça permettait aux gens même qui sont pas experts de noter leur paire. Donc ça, il y a toujours ça qui... Alors je sais pas pour la musique, je sais pas. Mais on peut imaginer que quelqu'un, effectivement, qui est un musicien professionnel depuis 20 ans, calorie absolue, sera meilleur pour juger un travail on ne pourra pas dépasser ça. À un moment donné, moi, par exemple, j'ai vu sur le site sur Open Classroom il y a quelques jours, j'ai regardé un petit peu, parce qu'on fait du Google, et puis des fois, il y a Open Classroom qui remonte à la surface. Je vois un cours sur le spectre des matrices. Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui a juste lu le cours, est-ce qu'il pourra vraiment noter son père sur la preuve qu'il a faite que le spectre c'est ça et pas ça, ou la série machin converge, etc., pour des choses en maths un peu fines, qui sont en post-bac. Donc à mon avis, à un moment donné, il y a un horizon qui ne sera pas dépassable. Ça, c'est ma première chose. Et puis de toute façon, il y a une chose aussi, là c'est pas une question, c'est une remarque, c'est qu'en fait vous bénéficiez de l'apport. Vous avez dit, vous avez des publics très variés. Ça va du bac -N au bac +N. Ouais. Donc vous bénéficiez de l'apport sociologique et culturel de ces gens et de leur diversité. Et quand on met tout ça ensemble, ça fait du feu. Donc c'est très bien. Mais comment dire, c'est pas l'idée, c'est pas on part de zéro avec des gens qui sont à zéro puis on le fait grimper d'un niveau. C'est-à-dire que vous avez bénéficié quand même de l'apport intellectuel et culturel des gens qui sont en plus, et leur motivation, qui sont motivés. Donc c'est pas l'élève lambda ou le gamin lambda du collège en 4e qui font intéresser un truc. Ce sont des adultes, ils ont déjà fait des choses, etc. Donc, alors si je résume, il y a 2 questions. Alors la dernière, je trouve que c'est une remarque parce que je sais pas, je pensais que pour moi c'était vraiment en filigrane dans toute la présentation et ça a été mentionné qu'une fois, donc voilà. Je sais pas si peut-être que je déconne complètement, que je donne trop d'importance à ça, mais à mon avis c'est vraiment, voilà, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont de tête pays, etc. Et mais la vraie question c'est vraiment le scope de ce qu'on peut faire de cette façon-là. Ah d'accord. Pour le pire, la vraie question c'est quelles sont les limitations qu'on a pu observer. Exactement. Et est-ce que c'est magique et je vous ai présenté le système qui va révolutionner l'éducation de demain ou ok. En fait, ce que je disais c'est qu'on travaille volontairement sur plutôt des cours plutôt débutants que des cours extrêmement experts et pointus, justement pour la bonne raison que au bout d'un moment les personnes qui vont arriver à comprendre des choses extrêmement pointues sont très peu nombreuses.
Et du coup, c'est un cours qu'on pourrait limite faire dans un amphi comme celui-là. Et du coup, ça ne nous intéresse pas tellement. On préfère se concentrer sur des cours qui sont ouverts à des milliers de personnes simultanées. Et en fait, on a découvert d'ailleurs par expérience qu'on était meilleur à expliquer à des milliers de personnes simultanées qu'à une ou deux personnes. Puisqu'on a essayé de faire de la formation professionnelle chez Open Classrooms. Ça a été une cata, ça n'a pas marché. Ça n'intéressait pas les gens. Et puis nous-mêmes, on s'est ennuyés en fait, à faire ça. Et on a découvert en fait que voilà, c'est une façon complètement différente d'apprendre à 1000 personnes que d'apprendre à 5-10 personnes. Donc du coup, on travaille sur des cours qui peuvent concerner des milliers de personnes. Et donc du coup, on travaille sur des cours qui ne sont pas forcément les plus extrêmement pointus du domaine. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a toujours meilleur que vous sur Internet et vous allez forcément le rencontrer. Et donc du coup, quand vous êtes le prof qui fait le cours, il faut avoir l'humilité de savoir qu'il y a un élève qui va vous apprendre des choses et qui va vous donner des conseils sur des éléments. Et ça arrive quasi systématiquement en fait. Donc du coup, il faut savoir se nourrir de ça pour le faire remonter. Mais c'est pas parce que la personne est experte en elle-même qu'elle sait expliquer. Et il y a une chose qu'on a découverte, c'est que le niveau d'expertise technique n'est pas corrélé avec le niveau d'expertise pédagogique. C'est-à-dire on peut être très très bon sur un domaine, mais être incapable de l'expliquer, pas avoir envie, pas avoir l'empathie pour expliquer. A l'inverse, on peut avoir des personnes qui ne connaissent pas le domaine mais qui peuvent l'apprendre très très vite et qui peuvent avoir l'empathie pour expliquer, qui feront de meilleurs résultats au final pour former les gens qui débutent. Donc voilà un peu la démarche. Il y a une vraie limitation, je pense, quand on est sur des choses extrêmement pointues, mais il y a tant à faire en fait sur tellement d'autres domaines que je laisse bien volontiers ces domaines-là aux experts. Et d'ailleurs, l'online n'a pas vocation à écraser forcément l'offline. Il y a vraiment plein de choses à faire en blended learning. Donc je crois que voilà, il faut juste rester ouvert dans les différentes façons d'apprendre à plusieurs. Est-ce que ça répond à la question ? Donc là, c'est sur un sujet extrêmement pointu en informatique. Comment vous ferez des gens pour se corriger entre eux ? C'est ça là ? Pas forcément un sujet pointu, mais vraiment, là, ce sont des compétences qui sont très segmentées, qui sont bien découpées. Là, par exemple, monter un site internet et HTML. Mais comment dire, si vous voulez, on ne fait pas forcément passer tout ce qui est conceptuel, en fait, passe à l'arrière-plan. Je dis les choses, faire les deux en même temps. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux à la fois. Mais comment est-ce qu'on fait du coup pour faire passer des notions plutôt conceptuelles avancées avec ce système-là qui a l'air d'être bien fait pour des réalisations concrètes, c'est ça ? Oui, parce que même quand vous étudiez quelque chose de façon très comme ça, scolaire, etc., vous avez des concepts, ce qui fait que vous connaissez quelque chose, qui fait qu'après vous retisez ce concept-là parce que vous le voyez apparaître dans un domaine, et vous ne commencez pas typiquement si j'apprends à faire du XML, si je préfère du HTML, ça va être plus facile parce que je suis déjà habitué. Ouais. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut apprendre le XML avant de faire du HTML, mais sur les concepts, j'avoue, je ne suis pas sûr de bien comprendre comment je peux répondre à cette question. Façon, mais on peut en reparler après. Ouais. On va avancer, vous pourrez parler parce qu'on va essayer d'avancer. Merci. Bonsoir, moi j'ai deux questions. La première n'a rien à voir avec le fond, c'est au niveau de votre modèle économique. Voilà, je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie avec ce système, si les cours sont gratuits. Oui, on vit d'amour et d'eau fraîche. Ça, je n'y crois pas. Non, c'est une vraie question. On a une longue histoire d'expérimentation, là encore, sur le modèle économique. On a beaucoup pivoté, en fait, dans les modèles économiques. Au début, le concept, c'était, les cours sont gratuits. Comment on finance le gratuit ? Publicité. On met de la publicité, on regarde, on analyse, on fait des business plans, on dit ok, dans un an on gagnera 100 000 euros, parfait, on arrête de bosser et c'est fini. Bon, en réalité, 100 000 euros, on fait rien avec une boîte. Et d'ailleurs, on n'a pas fait les 100 000 euros qui étaient prévus comme ça. Donc on a expérimenté d'autres façons de faire. On a fait de la pub, mais plutôt des invendus, plutôt d'autres éléments et plutôt des choses pointues, notamment des opérations spéciales. On peut organiser des concours avec des entreprises. Donc ça a bien marché. On a aussi sorti des livres qui sont les versions papier, des cours en ligne qui sont gratuits. Donc tout le monde nous a dit personne ne les achètera, ça ne marchera jamais parce que c'est gratuit en ligne, donc pourquoi les gens achèteraient ? En fait, ils l'ont fait. Et on a vendu plus de, je crois, 130, 140 000 livres depuis que la collection existe. On le vend sur le site, on le vend sur Amazon, on le vend à Fnac, etc. Donc ça, c'est aussi une partie du business model.
Et puis depuis un an, on travaille sur un business model d'abonnement récurrent en ligne qui vous donne accès à des services en plus. Concrètement, les services en plus ici, c'est la possibilité d'être certifié sur le cours en ligne ou encore d'accéder à un catalogue d'e-books sur le site. Donc vous pouvez accéder à une version que vous pouvez télécharger sur votre Kindle, etc. Comme ça en continu. Demain, peut-être accéder à du mentorat, on peut imaginer beaucoup de choses. Possibilité aussi de faire le cours à un rythme personnalisé. Ça, on propose des services de rythme personnalisé. Voilà. Donc concrètement, on a fait un peu tout ça et d'autres choses, mais je ne rentre pas dans le détail. Et ce qui a le plus de croissance aujourd'hui et ce sur quoi on mise sur l'avenir, c'est le modèle premium. C'est-à-dire on va avoir une grande majorité de gens qui vont se contenter du gratuit, et c'est très bien. Mais ça va permettre déjà de former beaucoup plus de gens, donc de toucher beaucoup plus de monde. Et sur ces modèles-là, on sait qu'il y a un pourcentage qui peuvent être amenés à prendre du premium. Donc on va leur vendre ça. Et notre objectif, c'est demain d'être la plateforme où vous allez pouvoir apprendre des cours tout au long de la vie. Et donc vous trouverez du sens en fait à utiliser ces services premium tout au long de la vie. Plus, il y a tout le domaine de la formation professionnelle à qui il y a des milliards qui se traînent dans des formations qui coûtent 1 000 € la journée et vous apprenez pas forcément grand-chose. On pense qu'on peut faire des choses intéressantes aussi à ce niveau-là. Ok. Alors justement, moi je suis un organisme de formation professionnelle et je développe actuellement des projets online que je vais lancer en les monétisant via des campagnes marketing. Donc j'ai déjà suivi un certain nombre de cours comme ça, notamment des cours aux États-Unis. Et j'ai trouvé très intéressant l'idée de faire travailler les gens en pair. Par contre, moi je suis sur des sujets qui sont liés à la vie active et au concret. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez des suggestions sur comment on peut faire travailler les gens en pair, en sachant qu'on ne leur donne pas des devoirs académiques avec des corrections, mais par exemple c'est appliquer une méthode qu'on a vue à un rendez-vous client. Est-ce qu'il y a un moyen, autre que les Facebook Groups et les plateformes type forum, de les amener à se coacher entre eux et à s'encourager pour qu'ils ne décrochent pas? Parce que je crois que souvent, les gens abandonnent en cours de route quand même ce genre de cours. Oui, on parle de la formation professionnelle plutôt transverse, savoir négocier, savoir gérer un emploi du temps. Ça peut être B2C. Par exemple, là, moi, j'ai un premier programme qui va s'adresser aux consultants, coachs, entrepreneurs, pour les aider à faire décoller leur business. Ouais. Voilà. Donc, quel peut être comment on peut les faire travailler en pair? Comment on fait l'interaction? Ouais. Ça va dépendre du modèle. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, quel que soit le domaine. Il y a des domaines que volontairement on a choisi de ne pas aborder ou qu'on pense peut-être même jamais aborder, comme l'histoire de la philosophie à travers la Renaissance. C'est très bien, mais en fait, ce n'est pas assez concret, applicable. Donc, on choisit volontairement de rester en dehors de ça et d'être sur du domaine professionnalisant. Donc, plus c'est professionnalisant et concret, clairement codé, on est en plein dedans, plus c'est facile. Plus on s'en éloigne, plus c'est difficile. Maintenant, on fait des cours sur créer une start-up ou concevoir, gérer les premiers jours de sa start-up, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être difficile à mesurer ou difficile à créer de l'interaction. Sur ce type de cours, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va mettre les élèves face soit à leur projet professionnel, soit à un projet qu'ils peuvent imaginer. Et on va leur demander de se mettre dans la situation et soit d'enregistrer la vidéo ou d'écrire. Vous voyez, on avait vu en format texte, qu'est-ce qu'il ferait, quelle histoire il raconterait, comment il réagirait dans telle situation. Et là, on ferait corriger ces éléments-là. On a demandé aussi aux gens d'interviewer des entrepreneurs pour qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils puissent acquérir un peu des notions à ce niveau-là. Donc, même sur des choses un peu, je dirais, un peu soft, un peu transverses comme ça, on peut imaginer des choses. C'est moins évident. Mais par contre, je crois vraiment qu'on peut le faire sur ces éléments-là. Voilà, faut être créatif par contre. Ça peut être sous forme de challenge. Challenge, ouais. Merci. Il reste 3 minutes. Bon, j'ai une petite question très rapide. Tu parlais tout à l'heure d'un cas de session en fait HTML5 où sur 20 000 inscrits, peut-être tu as reçu 2000 exercices. Et peut-être que je faisais partie des 18 000 qui n'ont pas rendu. Et en fait, cet été encore, j'ai eu une expérience assez drôle. Je sortais de la piscine de 42, donc tout frais, bien motivé, parce qu'évidemment, on apprend tellement à apprendre qu'au bout d'un moment, on a envie de tout apprendre. Et je suis allé donc sur le site du Zéro, je me suis inscrit peut-être à 5 MOOC, enfin 5 cours, j'étais très motivé. Et au final, j'ai rien rendu, en fait, parce que je travaillais en fait dans la journée. Et le soir, je n'arrivais à rien faire. D'où ma question. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez des moyens de mesurer le temps passé sur le site par chacun des élèves. Est-ce que vous
penser, imposer peut-être une limite, en fait, en fonction du nombre d'heures nécessaires pour faire le cours, de se dire, par exemple, tel élève, s'il est déjà inscrit sur un cours qui demande 3 jours de travail, de ne pas en avoir trois autres en parallèle. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre en place ou vous pensez qu'en fait, que chacun, suivant son degré d'avancement, peut facilement accumuler, rester sur plusieurs cours en parallèle? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont capables d'apprendre 5 cours, 10 cours en même temps, mais parce qu'elles ont l'emploi du temps qui le permet, parce qu'elles ont l'habitude de s'organiser pour ça. D'autres personnes qui auront plus de mal avec ça. Donc, bloquer au niveau de la plateforme le nombre d'inscriptions à des cours, à la limite, on peut afficher un warning en disant bon, ça commence à faire beaucoup à la fois. Effectivement, quand tu m'as dit 5, j'ai fait ouais, c'est vrai que c'est assez exigeant. Et c'est d'ailleurs assez révélateur finalement de pourquoi sur un cours en ligne, peu de gens vont jusqu'au bout. Parce que s'inscrire à un cours en ligne, c'est peu d'engagement. Tu cliques et c'était gratuit et c'est rien. Si je t'avais demandé 1 000 € pour t'inscrire à un cours, tu n'aurais pas fait 5 cours d'affilée. Donc déjà, ça aurait bloqué. Si je t'avais demandé de bloquer du temps dans la semaine, peut-être que tu n'aurais pas fait 5 cours. Tu t'aurais dit ah ouais, ça rentre pas dans mon emploi du temps. Mais voilà, là on est en mode, on est à la préhistoire de l'éducation en ligne et des différentes possibilités d'adaptation qui peuvent se faire. Donc ton histoire elle est vraiment intéressante parce que tu es loin d'être le seul là-dessus et elle montre en fait qu'il faut plutôt, selon les profils qui en ont besoin ou pas, coacher la personne dans sa vitesse d'apprentissage. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mentorat. C'est que je pense typiquement, mais tu m'arrêtes si toi ce ne serait pas le cas, mais si je t'avais dit fais connaissance avec ton mentor dès que tu t'es inscrit à un premier cours et il va juste te donner un rendez-vous pour le jeudi soir à 18h, et ben du coup ça t'aurait créé un lien avec une personne qui t'aurait donné envie de la retrouver à 18h et de faire le devoir qui était demandé, peut-être avec plus de probabilité en tout cas, de moins la planter. Donc c'est pour ça qu'on veut travailler là-dessus et puis d'autres méthodes de coaching. Mais je pense qu'il y a une affaire de coaching qui peut se faire automatiquement, semi-manuellement, ça reste à découvrir. Et l'objectif étant de diminuer le taux d'abandon qui est lié en fait à une question de temps disponible, de moyens, et puis aussi le fait que dans ta vie, tu as des imprévus. Et comme ces imprévus, par définition, tu ne peux pas les anticiper dès le début de ton inscription, il faut que le cours puisse s'adapter aussi à la vitesse d'apprentissage. Qui est quelque chose que finalement l'éducation devrait faire depuis des dizaines et des centaines d'années. Le cours qui dure 1 heure et à la fin de l'heure, on te dit que tu es censé avoir compris les fractions. C'est pas vrai quoi. On a plein de gens qui ont appris plus vite et il y a plein de gens qui apprendront beaucoup plus tard mais du coup avec des problèmes. Donc là aussi il y a la vitesse d'apprentissage de chacun sur chaque domaine qu'il faut savoir prendre en compte. Et c'est pas un mal d'apprendre plus vite ou plus lentement, d'avoir un rythme différent. Ce qu'il faut c'est juste arriver au bout de son objectif. Donc voilà un peu les méthodes qu'on envisage de mettre en place pour ça. Ok, merci beaucoup. On va applaudir Mathieu Nebraille et on va le remercier d'être venu.